Rebonjour à tous, donc on va commencer déjà pour présenter un petit peu la soirée. Merci donc d'être venus à ce débat sur les monnaies complémentaires écologiques ou à visée écologique. Avant de présenter les intervenants, je vais laisser un petit mot sur ce qu'est la fabrique écologique et comment cela fonctionne. Non, simplement, donc Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique, simplement un petit mot d'accueil comme d'habitude pour vous dire que vous êtes d'abord les bienvenus là. Merci beaucoup de votre venue. Je vous rappelle que la logique des ateliers éco-écologiques, c'est vraiment une logique participative, de co-construction, et ça sera rappelé tout au fil de la réunion. Et donc n'hésitez surtout pas, c'est fait pour ça, à intervenir et à dire ce que vous pensez des différentes idées qui vont être émises. Et le deuxième mot, pour ceux qui ne connaissent pas encore la fabrique écologique, pour vous dire que sur les bases qui sont les nôtres, c'est-à-dire à la fois pluralistes, avec une volonté de très grande sérieux et rigueur, et avec une articulation citoyenne, vous êtes tous les bienvenus si vous souhaitez venir travailler dans les groupes de travail, venir proposer des initiatives, vous êtes évidemment tous les bienvenus. Nous sommes une structure tout à fait ouverte sur les bases qui sont les nôtres. Et qui permettent, je crois, de faire des travaux de fond. Je crois que c'est aujourd'hui, ici, ça doit être je crois qu'on en est au 23e ou 24e atelier que nous faisons. Ici, c'est peut-être le 10e. Je crois qu'on a bien fait entre 5 et 10, je parle sous le contrôle de Sarah, entre 5 et 10 ateliers ici. Et donc, on voit bien qu'il y a une continuité de nos travaux et on essaye de faire en sorte que des idées innovantes, nouvelles, intéressantes, concrètes se dégagent de tout ce travail, à la fois à partir des travaux d'experts, mais aussi à travers la co-construction citoyenne que nous souhaitons, et ce qui est, je crois, relativement original dans le paysage des fondations et des think tanks français. Voilà. Donc, bienvenue ici, et bonne soirée, bonne réunion. Merci. Rapidement, je vous explique comment va se dérouler la soirée. On organise la soirée en deux parties. Donc, une première partie où on va expliquer ce que sont ces monnaies complémentaires écologiques avec une petite explication des limites et de comment elles fonctionnent aujourd'hui. Et puis, en deuxième partie, plutôt un panel des propositions qui ont été rédigées dans le rapport de la fabrique écologique. Et chaque partie permettant ensuite vous permettant de poser des questions pour qu'il y ait vraiment un échange avec les personnes qui sont là pour présenter ce rapport. Et donc nous avons comme intervenant Thomas Binet, qui est le président du groupe de travail sur ces monnaies complémentaires écologiques et directeur aussi de Vertigo Lab. Et ensuite nous avons Jean-Philippe Magnin, qui est ancien vice-président de la région, la région des Pays de la Loire, et qui a lui aussi écrit un rapport ministériel sur les monnaies complémentaires. Et nous attendons le troisième intervenant qui vient d'arriver. Bonjour. Et donc, monsieur François-Michel Lambert, qui est le président de l'Institut de l'économie circulaire, qui sera là aussi pour échanger sur cette note. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement, et puis on passera à la présentation de la note. Alors, présentation rapide, bonjour à tous. Donc je suis Thomas Binet, je dirige un bureau d'études qui s'appelle Vertigo Lab, qui est basé à Bordeaux. Et j'ai eu la chance de présider ce groupe de travail sur les monnaies locales et sur les monnaies complémentaires environnementales. Et donc il y a quelques membres notamment du groupe de travail qui sont présents ici ce soir. Donc j'espère qu'ils m'interrompront si j'ai dit des bêtises. Voilà. Et nous, historiquement, en fait, on est intervenu dans un rapport pour l'ADEME sur la mesure, enfin, est-il possible de mesurer l'impact environnemental de ces monnaies complémentaires. Et donc, suite à ce travail-là, on a décidé d'enclencher un travail. On en a discuté avec la fabrique écologique qui était intéressée pour mener à bien ce travail. Et c'est comme ça qu'on a monté ce groupe de travail à l'origine. Voilà. Bonsoir, donc Jean-Philippe Magnin, je suis donc ex plein de choses, mais en ce moment je suis sinon professionnellement psychothérapeute
Et j'ai été pendant 15 ans, sinon élu écologiste à Nantes et en Pays de la Loire, en charge essentiellement des questions autour de l'économie sociale et solidaire. Et en 2014, j'ai fait partie de 2 personnes qui ont été missionnées par l'ancien gouvernement pour faire une mission d'exploration sur les monnaies locales complémentaires, qui a notamment généré l'article de loi dans la loi de 2014, de juillet 2014, sur la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, dans lequel il y a un article sur la reconnaissance des monnaies locales complémentaires. Voilà. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on a rendu ce rapport. Depuis, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Peut-être pas spécialement d'ailleurs très concrètement dans les évolutions institutionnelles. Mais c'est justement intéressant qu'avec l'entrée de la fabrique écologique, avec une entrée plus par l'écologie et pas seulement par le territoire, il puisse y avoir une réexploration des monnaies et de ce qui se passe sur le territoire en lien avec une économie plus relocalisée, donc plus circulaire. Et je te passe la parole. Bien joué, bonsoir. Merci de cette restitution. Donc François-Michel Lambert, je suis député depuis juin 2012 et président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, qui est la structure qui porte, l'une des structures majeures pour porter la question de l'économie circulaire. Nous produisons beaucoup de recommandations, d'expertise. Nous faisons aussi de l'influence pour transformer notamment les lois. Et nos actions se traduisent dans différentes formes de lois. La loi transition énergétique pour une croissance verte, il y a un chapitre entier sur l'économie circulaire. Dans la loi NOTRe, c'est-à-dire la loi de nouvelle organisation des territoires, on a mis le sujet de l'économie circulaire dans les schémas de développement. Mais on ne peut nier la nécessité que le facteur flux financier est aussi nécessaire pour faire changer les comportements, pour être dans une société qui préserve mieux les ressources, qui ne les gaspille pas, qui les utilise mieux. On reviendra un peu sur l'approche économie circulaire que nous avons. Je voudrais, en conclusion, dire qu'au sein de l'Institut de l'économie circulaire, nous avions la volonté, il y a à peu près 1 an, juste avant l'été 2016, de lancer un groupe de travail sur monnaie complémentaire et économie circulaire. Nos difficultés de ne pas pouvoir courir tous les lièvres à la fois nous ont fait reporter maintes fois, et je remercie largement la fabrique écologique d'abord de porter le sujet et de nous y avoir associés, parce que c'est un sujet majeur. On le verra, je ne sais pas si tout le monde a eu le document, pas encore, mais le document est extraordinaire, je me permets de le dire. Il est au-delà de ce que je pouvais imaginer en termes de production. Et je prends le temps de remercier Géraud Guibert et à travers toi, toute ton équipe, tous ceux qui se sont mobilisés pour produire un tel document qui est une base remarquable pour aller de l'avant. Donc c'est un peu le débat de ce soir, mais déjà j'introduis ma position. Merci beaucoup. Donc peut-être pour faire rapidement une définition de ce que sont ces monnaies complémentaires, une définition qui pourrait rassembler différentes personnes, même si parfois ça peut être compliqué sur ce que sont ces monnaies complémentaires. Donc on peut les considérer comme des dispositifs d'échange locaux de biens, de services et de savoirs, organisés autour d'une monnaie spécifique permettant à la fois d'évaluer et de régler ces échanges. À partir de cette base qui nous est maintenant commune, je laisse peut-être Thomas Binet expliquer justement les différences qu'on a autour de ces monnaies, comment elles fonctionnent et quelles sont leurs limites. Alors, donc ça c'est un vaste sujet. En fait, donc, les monnaies complémentaires, nous on a utilisé l'appellation monnaie complémentaire, même s'il y a une diversité, on associe souvent ça aux monnaies locales. En tout cas, nous, on distingue deux grandes catégories de monnaies complémentaires. Les premières, c'est ce qu'on appelle les monnaies territoriales ou les monnaies locales, qui sont des monnaies qui sont attachées à un territoire et qui agissent dans un périmètre particulier. Et donc, on connaît, une des plus importantes, c'est l'Eusko, la monnaie du Pays Basque, qui est donc sur l'agglomération du Pays Basque, avec un certain nombre d'utilisateurs, citoyens, entreprises, etc. Donc ça, c'est un exemple de monnaie locale. Il y a aussi l'abeille à Villeneuve-sur-Lot. Il y en a un certain nombre en France. Il y en a une cinquantaine environ. Et
Et puis ensuite, il y a les monnaies thématiques. Les monnaies thématiques sont, elles, assez souvent, font assez souvent appel à des outils numériques. Et donc, celles-ci visent un objectif bien particulier. Et donc, on a dans ces monnaies thématiques des monnaies qui visent aussi des aspects environnementaux. On connaît par exemple le SolarCoin, qui est une monnaie qui s'appuie sur la technologie blockchain pour favoriser les économies d'énergie. Il y a un certain nombre de monnaies qui ont un thème particulier, écosystème, qui touche au covoiturage par exemple, etc. Voilà. Donc il y a ces deux catégories, c'est juste pour poser un peu le décor, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. On ne parle pas ici uniquement des monnaies locales, mais de ces deux catégories de monnaies. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France ? Alors nous, ça a été l'objet du rapport qu'on a fait, notamment pour l'ADEME. Ça a été l'objet aussi du travail très exploratoire de Jean-Philippe Magnin. Enfin, peut-être que tu vas présenter ton travail, mais en 2015, et c'était vraiment une première exploration. Aujourd'hui, donc il y a une cinquantaine de monnaies locales et quelques monnaies thématiques qui existent, à peu près autant en construction ou en cours de développement. C'est somme toute assez considérable, mais peu important au regard des 5000. On dénombre à peu près 5000 monnaies complémentaires partout dans le monde, avec des concentrations, notamment en Amérique du Sud, même en Asie, et puis dans le reste de l'Europe, essentiellement en Allemagne, etc. Donc on a un paysage de ces monnaies complémentaires très très varié. C'est la première chose qu'il faut retenir de ce panorama-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez une autre question. Peut-être on pourrait remettre le contexte par rapport à la loi 2014, la loi relative à l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et qu'est-ce que ça a pu changer justement par rapport à ces monnaies ? La loi de 2014 a reconnu officiellement l'existence de ces monnaies complémentaires, avec un article particulier, et notamment reconnu aussi le fait de pouvoir les utiliser. Voilà. Donc, ce sont des dispositifs aujourd'hui qui ne sont pas des banques, hein, ça n'est pas assimilable à des banques. Donc, les gestionnaires de monnaies complémentaires utilisent ces dispositifs-là avec des règles bien précises qui ne sont pas celles des banques. Voilà. Et donc ça a vraisemblablement changé la chose. Et puis je pense que c'est le film Demain qui a fait beaucoup aussi pour ces monnaies complémentaires, parce que ça a eu un retentissement assez important sur l'existence de certaines des monnaies notamment en Angleterre. Parfait, merci beaucoup. Peut-être pour parler de ces monnaies justement et de l'intérêt qu'elles ont, je vais peut-être poser une question à M. Magnin, peut-être sur les limites justement, c'est-à-dire les limites en termes de taille qu'elles ont et d'utilisation. Par exemple, vous m'aviez parlé des collectivités et du blocage un peu qu'il y a justement pour aller plus loin que juste un petit groupe de militants. Est-ce que ça, c'est une limite visible ? Je voulais juste dire peut-être un propos liminaire par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière les monnaies complémentaires. L'enjeu, c'était de remettre la monnaie à sa place. Enfin, faut quand même le redire, parce que la monnaie, c'est un outil et ça a une fonction. Ça a une triple fonction. Et dans notre système aujourd'hui, la monnaie officielle, donc l'euro pour nous, a un déséquilibre de ses fonctions avec la fonction de réserve de valeur, on va dire la fonction plutôt capitalistique, si on résume, beaucoup plus forte que la fonction d'échange. La fonction d'échange, la monnaie au début, était faite pour faciliter l'échange, accélérer l'échange, simplifier l'échange. Elle était donc un médiateur entre des acteurs pour pouvoir échanger. Et puis, il y a une troisième fonction, c'est que c'est une unité de compte. Ça permet de compter. Le tout est de savoir comment on compte. Et donc, ça pose des questions aussi sur c'est quoi la richesse aujourd'hui, qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est destructeur dans la société et sur les territoires, et comment on peut aujourd'hui peut-être compter différemment. Et c'est pour ça que les monnaies complémentaires, locales complémentaires, elles ont un intérêt double. Elles ont un intérêt parce que effectivement, elles relocalisent des circuits d'échange, mais elles permettent de se réinterroger aussi sur la fonction de la monnaie, et qui n'est pas une finalité, mais bien qu'un outil pour l'échange de biens et de services sur les territoires. Et donc, du coup, ça crée un certain nombre de problèmes, parce que ça vient quand même se télescoper à un discours un peu dominant, voire un discours unique, qui est de dire aujourd'hui, la richesse,
n'est qu'une richesse économique et financière au regard d'une économie dominante qui est celle qui domine dans nos territoires, que ce soit en France ou dans les autres pays d'Europe ou du monde. Et donc, du coup, ça pose cette question-là. Après, vous me parliez des limites. Peut-être qu'avant, je vais du coup vous couper, mais étant donné, vu l'enjeu que vous remettez en avant, là, il y a aussi un autre enjeu par rapport aux côtés environnementaux, du coup, que ça amène en plus juste de alors super, je ne parle pas des limites, parce que j'aime pas commencer par les limites. Et du coup, ça pose une autre question qui était peu présente dans notre rapport et qui l'est beaucoup plus dans le vôtre. Et je trouve ça aussi très intéressant, parce que ça rapproche la question économique et sociale de la question environnementale, et donc de l'impact environnemental. C'est parce que si on fait par les monnaies complémentaires, on participe à la relocalisation de l'économie. Si on fait en sorte que l'économie aujourd'hui soit plus écologique, eh bien, en utilisant les monnaies complémentaires, si on facilite ça, on a effectivement des monnaies complémentaires écologiques. Et à la limite, qu'elles soient locales ou pas, c'est pas très intéressant de savoir. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le circuit court territorial, c'est aussi le circuit court mondial. Parce que si certains ont monté des monnaies climatiques, elles sont obligatoirement, ces monnaies complémentaires climatiques, elles sont obligatoirement mondiales. Donc le circuit, il est mondial. Sauf qu'il supprime un certain nombre d'intermédiaires financiers qui n'avaient comme objectif que la rentabilité financière et donc le profit. Alors qu'aujourd'hui, on a aussi des questions sur l'impact environnemental et les gains qu'il peut y avoir sur des monnaies complémentaires qui touchent à la transition énergétique, au climat, à l'économie circulaire, et donc qui ont un intérêt aussi thématique. Et donc, dans la distinction que tu faisais au début entre il y a les monnaies thématiques et les monnaies territoriales, j'apporterai juste un bémol par rapport à votre rapport, c'est que je pense qu'il faut aussi maintenant arrêter de les distinguer, parce que quand on parle d'écologie dans les monnaies complémentaires, elles sont à la fois locales, mais aussi globales. Et donc, ce n'est pas une distinction par rapport au territoire. Par contre, il y a un vrai enjeu de circuit court et de gestion des flux matières que tu évoquais tout à l'heure, de recyclage dans effectivement ces circuits, et que ça a un avantage, et on l'a vu, les territoires où ça marche, c'est que généralement, ce sont des monnaies qui ont un objectif thématique et pas seulement territorial. Voilà. Très bien, merci. Mais du coup, cet enjeu-là entraîne effectivement, en termes de technique et de mise en place de ces monnaies, effectivement une problématique sur qu'elles soient thématiques ou qu'elles soient plus locales. Et donc, ça entraîne effectivement ce qu'on a pu voir au niveau de certaines limites, j'y reviens. Est-ce que ça, vous pourriez nous en parler un petit peu, peut-être les limites, malheureusement, alors là, pour le coup, les limites de 2015 sont les limites de 2017, avec quelques petites avancées. Puisque nous, on a fait 12 propositions dans notre rapport. Il y en a une qui a été un élément important, c'est l'article de loi. Mais on ne peut pas rester qu'à un article de loi parce qu'il faut l'application derrière, donc il faut des décrets d'application. Et le seul, enfin pas décret, mais en tout cas règlement qui a évolué depuis, c'est concernant les collectivités locales. Il y avait une grande méfiance avant la loi des collectivités locales pour aller dans le règlement de services publics en monnaie locale. Et donc maintenant, sur certains territoires, il y a le règlement de services publics de culture, de transport en monnaie locale, mais uniquement sur la régie recette. C'est-à-dire que c'est uniquement pour que le citoyen paye notamment des manifestations culturelles ou son tramway ou son bus. Mais par contre, la collectivité n'a pas autorisation légale aujourd'hui de pouvoir utiliser des monnaies complémentaires pour payer ses agents, par exemple. Alors que dans d'autres pays d'Europe, ça existe. Et ça permettrait une boucle. Et tant qu'on n'aura pas de régie recettes et régie dépenses dans les collectivités, eh ben c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que ça ne sera qu'uniquement un petit rajout au circuit économique et financier des collectivités locales sur le service public. Et donc on lutte dans les réseaux, je sais encore que les acteurs luttent pour ça, pour que ce qui a été fait en 2014 dans la loi puisse être prolongé par une application dans les collectivités pour permettre de payer ces agents en monnaie locale ou de pouvoir payer les impôts pour les citoyens, notamment tout ce qui est taxes d'habitation, taxes foncières, en monnaie locale pour qu'il y ait de la circulation en masse qui permette de véritables échanges sur les territoires. Voilà. Et ça, après, on peut imaginer même que les systèmes de bonification écologique mis en place par les collectivités locales, pour partie, puissent être aussi payés en monnaie locale, qui permettrait d'introduire les monnaies complémentaires avec l'objectif de transition énergétique, par exemple. Mais ça, on n'y est pas encore. Et nous, on l'avait proposé, vous l'avez repris dans votre rapport, et malheureusement, ce n'est encore pas appliqué. Donc il y a du boulot sur ces questions-là, monsieur le député.
Si je peux résumer, il y a effectivement cette problématique des fins de chaîne, en fait, c'est un petit peu ça que vous disiez, avec par exemple des agriculteurs qui se retrouvent avec beaucoup de monnaies complémentaires, mais qui ne peuvent pas eux-mêmes dépenser, puisqu'ils n'ont personne derrière à qui racheter ou des matières premières ou d'autres choses plus complexes dont ils ont besoin sur leur exploitation. Et du coup, ça leur fait peur. Et du coup, ça leur fait peur parce qu'ils ne peuvent pas écouler leur monnaie complémentaire. Et le circuit ne fonctionne pas, puisqu'on reste uniquement sur l'achat et non pas sur la dépense en termes de circuit effectivement économique. Et donc là, il nous manque quelque chose, en tout cas sur le service public. Voilà. Merci. Donc ce petit panel de ce que peuvent faire les monnaies complémentaires, on a pu comprendre donc ça pouvait avoir plusieurs enjeux. Seulement on se rend compte par exemple dans la note qu'il y a une difficulté, ne serait-ce que pour estimer les enjeux réels, les impacts de ces monnaies complémentaires, que ce soit dans les objectifs que se sont donnés les personnes qui ont lancé ces monnaies, mais aussi sur le côté environnemental. Est-ce que ça, Thomas Binet, vous pouvez en dire un mot pardon. Sur les mesures d'évaluation et d'observation. En fait, avant ça, je pense que c'était intéressant ce que vous disiez, parce que parmi les limites, en tout cas ce qu'on constate aujourd'hui dans les monnaies locales, les monnaies complémentaires en France, c'est que on considère, alors c'est toujours difficile de fixer un seuil, mais qu'elles adressent pas forcément, enfin, en tout cas qu'elles n'ont pas atteint forcément un seuil critique pour pouvoir avoir un réel effet. C'est en termes socio-économiques et en termes environnementaux a fortiori. Parce que en tout cas les limites qui sont annoncées là-dessus, c'est que ça reste aussi dans un cercle de convaincus, ça reste dans un cercle un peu restreint qui parfois est relativement limitant pour changer d'échelle en tout cas. Voilà, donc c'est peut-être le premier défaut des monnaies complémentaires environnementales, ou en tout cas la première des choses sur lesquelles on devrait travailler. Avant de mesurer les aspects environnementaux, permettez-moi juste de préciser ça, parce que je pense que si on voulait avoir un réel impact aujourd'hui, enfin en tout cas, s'il s'agit de mesurer les impacts, il s'agit déjà de développer ces monnaies complémentaires avant de mesurer leur impact environnemental. Alors, sur les aspects liés à la mesure environnementale, donc ça a été l'objet du rapport qu'on a coordonné pour l'ADEME et dont on reprend certains éléments dans la note notamment. Il y a un genre en tout cas, on partait du postulat qu'il y avait une croyance, a priori sur les monnaies locales et puis peut-être aussi sur les monnaies thématiques, que les monnaies locales étaient bonnes pour l'environnement. En tout cas, qu'elles favorisaient un certain nombre de pratiques durables, etc. Donc on avait des produits en agriculture bio, on avait tout un tas de bonnes pratiques dans ces monnaies locales et donc complémentaires. Et l'objet en fait de toute l'étude de l'ADEME, commandée par l'ADEME, a été de chercher à mesurer cet impact environnemental. Alors c'est une tâche qui s'est retrouvée, qu'on a trouvé finalement assez ardue à mener, notamment pour accéder aux données, pour accéder à un état initial, et puis pour arriver à démontrer que oui, l'effet, l'additionnalité, c'est-à-dire l'effet supplémentaire généré par ces monnaies, était vraiment important du point de vue de l'environnement. Alors, pour certaines des monnaies thématiques qui ont comme thème et comme objectif une monnaie climat, l'efficacité énergétique sur du bâtiment, c'est typiquement l'objectif. Donc l'impact environnemental se mesure directement à l'effet, au volume de transactions de cette monnaie thématique. Pour les monnaies locales, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, parce que dans une monnaie locale, vous pouvez aussi acheter votre Coca-Cola dans le magasin du coin en monnaie locale. Donc c'est quelque chose qui se relève, qui relevait d'une difficulté pour nous de chercher à mesurer ça. Alors bien sûr, on a aussi vu qu'il y avait beaucoup de bonnes pratiques qui étaient mises en place, comme par exemple les circuits courts, le fait de favoriser l'agriculture biologique, les producteurs locaux, le fait qu'on travaillait avec des intermédiaires locaux. Donc ça a été quelque chose qu'on a su mettre en place, mais qu'on a encore du mal à mesurer. Et c'est pourquoi une des propositions importantes qu'on fait dans cette note, c'est aussi de poser les bases d'un réel système de suivi
et des indicateurs performants pour chercher à mesurer cet impact environnemental qui nous semble tout à fait indispensable si on cherche à développer des monnaies complémentaires environnementales. Oui, ok, merci. Je pense qu'on a fait un tour très rapide. Oui. Il y a juste un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais je vais juste le citer pour qu'on le développe tout à l'heure. Il y a quand même une différenciation très forte entre les monnaies aujourd'hui. Il y a des monnaies avec des volumes plus importants, c'est pour répondre à ce que tu disais par rapport au côté modeste de leur taille. Il y a des monnaies plus importantes en France et en Europe qui sont dites interentreprises, qui ont plus comme objet de favoriser l'échange entre les entreprises d'un même territoire ou sur une même thématique, et des monnaies citoyennes qui là sont plus locales et qui concernent un réseau de personnes beaucoup plus limité. Et on a quand même une distinction très forte, c'est-à-dire d'un côté des systèmes interentreprises assez développés qui peuvent avoir quelques centaines de milliers d'euros dans certains cas de flux d'échange, voire plus en Italie puisque c'est plusieurs millions, et puis des réseaux de monnaie citoyenne dont l'impact quantitatif est peut-être moindre, mais vise juste plus l'impact qualitatif du local et du lien social et territorial. Voilà. En fait, je continue. Parce que je pense que là, ça y est, on touche à la vraie question qu'on s'est posée dans ce groupe de travail. Et je vous dis que ça n'a pas été facile, hein, ce groupe de travail. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé avec des gens qui travaillaient dans les monnaies locales, des gens qui travaillaient sur des monnaies plus numériques ou thématiques, des gens des ministères, de différentes agences. Donc on a beaucoup échangé sur ce sujet. Et la première question qu'on a posée, c'est une monnaie complémentaire. Oui, certes, mais qu'est-ce qu'une monnaie complémentaire pour la transition écologique et énergétique? Et donc c'est vraiment la question qui nous a animés et qui nous a animés tout au long de ces débats. Et les premières réponses qu'on a pu avoir, et je pense que c'est les premières réponses qui sont apportées ce soir et puis que vous lirez peut-être dans la note, c'est une monnaie complémentaire pour la transition écologique, c'est d'abord une monnaie complémentaire qui marche. Ça, c'est peut-être le premier élément. Et donc, quand on cherche à mesurer l'impact environnemental, la première des choses à voir, c'est est-ce que cette monnaie marche? Alors, c'est pas évident de voir si une monnaie marche, parce qu'en effet, il y a des monnaies qui sont hyper locales dans des départements, à Ayen, en Corrèze, par exemple, où on va avoir un tout petit périmètre, et avec une monnaie qui a un objectif particulier de reconnecter les acteurs à un endroit donné. Et foncièrement, elle marche, puisqu'elle a atteint la masse des gens qui peuvent y adhérer, ça fonctionne, etc. Donc le périmètre est plutôt restreint, et on peut dire qu'elle marche. Enfin, après, c'est un peu un jugement de valeur. Mais tout dépend de l'échelle, tout dépend de ces éléments-là. Voilà, le fait de dire, voilà, cette monnaie marche, après, on a pu enclencher le fait qu'elle travaille sur la transition écologique. Et alors là, on a posé les bases dans la note de 4 leviers en fait, qui nous semblent intéressants sur comment les monnaies complémentaires favorisent la transition écologique. Le premier des leviers, c'est orienter les comportements de consommation ou de production. Donc c'est là qu'on retrouve par exemple le fait d'acheter des produits en agriculture bio, voilà, ce genre de comportement. Ça nous a semblé être un des premiers leviers et un levier majeur. Le deuxième, c'est créer des boucles d'échange. Et donc, on parle de boucles. Je pense qu'on va pas mal parler de boucles ce soir, parce que de chaînes, de boucles, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est un élément hyper important d'arriver à boucler les boucles et de créer ces boucles d'échange sur des filières, entre acteurs de différentes catégories, citoyens, entreprises, collectivités, mais aussi au sein des filières. Juste peut-être pour préciser justement ce que vous entendez par boucle d'échange. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais ça peut... C'est quelque chose de rond comme ça et qui... Non, mais du coup, dans les échanges entre acteurs, ce que ça signifie sur une monnaie complémentaire. Non, rond. Non, en fait, l'idée de créer des boucles d'échange, c'est typiquement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est on va créer une monnaie, par exemple une monnaie locale. On dit on a la possibilité d'acheter des biens, des marchandises en monnaie locale. Des biens de consommation, par exemple des aliments. Et si la majeure partie des produits sont produits par un agriculteur local, c'est finalement l'agriculteur qui va se retrouver avec le plus de monnaie locale à la fin. Et alors, qu'est-ce qu'il fait de cette monnaie locale, l'agriculteur? Est-ce qu'il peut acheter son engrais, ses semences? Est-ce qu'il peut payer la MSA, qui est la sécu des agriculteurs? Est-ce qu'il peut la payer en monnaie locale?
La question, enfin la réponse aujourd'hui, c'est non. Et donc on a une boucle qui n'est pas bouclée. Et finalement, c'est là qu'on va avoir un problème. Et les monnaies qui marchent sont celles qui ont réussi à boucler la boucle. Et en cela, et on va y revenir, les collectivités sont des boucleurs rois, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles permettent, notamment sur des sujets liés à l'environnement et au bien commun, d'apporter ce chaînon manquant dans la boucle d'échange pour éviter qu'il y ait un seul acteur qui se retrouve avec toutes les monnaies locales. Et juste, je terminerai sur les leviers de ces monnaies complémentaires, parce qu'il y a un aspect de sensibilisation qui nous paraît hyper intéressant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est aussi sensibiliser sur la diversité des monnaies. On a tous grandi avec une monnaie unique, enfin, ou presque. Hein. Et puis ces monnaies locales sont aussi l'opportunité de considérer d'autres monnaies, mais de ne pas oublier leur fonction d'échange. Et puis ces monnaies complémentaires, elles assurent ce rôle d'échange. L'épargne est laissée à l'euro. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un aspect de sensibilisation qui est hyper important, qui fait que peut-être une monnaie marchera, même si elle n'a pas un volume considérable. Et puis le dernier levier, mais on y reviendra, je pense que c'est sur les aspects de financement de la transition écologique qui nous semble être un levier hyper important également. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un mot pour conclure, Monsieur Lambert, sur justement cette présentation des monnaies complémentaires et ce que ça peut apporter au niveau politique. Tout d'abord, je suis invité aussi à participer en étant bien moins expert, et je me demande si je n'aurais pas dû plutôt être auditeur, et surtout du fait que c'est un dossier, je l'avais déjà dit au téléphone, je l'ai dit en préambule, je le redis maintenant, qui est extrêmement mature. Les questions, elles sont, les éléments sont posés, ils sont là, et toute la question est de passer à l'action. Alors je voudrais quand même revenir sur quelques points. D'abord, redire, je crois que c'est toi qui l'as dit, Jean-Philippe, moi je suis plus pressé qu'elles se mettent en place avant même de savoir si elles ont un impact positif ou négatif sur les enjeux environnementaux, parce que je veux donner des outils au territoire, aux acteurs du territoire, et après ils peuvent implémenter dessus leurs propres objectifs. Donc l'idée aujourd'hui n'est pas, j'ai cru comprendre, l'ADEME avait fait une étude pour vérifier si les monnaies locales et complémentaires étaient finalement des monnaies plutôt écolo. Moi je dis il n'y en a pas assez, ou elles ne sont pas assez implémentées, elles ne sont pas assez diffusées, elles ne sont pas assez puissantes, elles ne sont pas assez dans les territoires. Après viendra le temps d'implémenter dessus des exigences en termes de flux de ces monnaies que le politique pourra porter. Donc la question revient à ce que tu disais. Dans la loi, nous avons mis la reconnaissance des monnaies complémentaires. J'avoue que, certes, j'ai voté la loi, mais je n'ai pas suivi la question des décrets. Donc on prendra après un temps pour regarder, par ma casquette de député, comment faire en sorte, que ce qui doit être mis en œuvre soit mis en œuvre. Je rappelle pour tout le monde, là, c'est pas toujours évident, c'est pour ça que je rappelle, une loi a très souvent besoin de décrets pour la mise en application de ce qui a été voté. Donc on peut avoir de très très belles lois, de très beaux articles de presse, de très belles communications, et puis après disparaissent les services, disparaissent même les politiques qui disent oui c'était bien gentil mais ça nous embête trop et donc on ne fera pas le décret pour la mise en œuvre de la loi. Donc c'est un élément invisible pour les citoyens en termes de travaux politiques, de travaux d'exécutif, mais totalement réel en termes de concrétisation du sujet. Donc oui, il faut qu'on regarde, parce que je reviens à mon objectif premier, les monnaies complémentaires, elles doivent se diffuser. Après, nous implémenterons ce que nous mettons dessus. Par rapport à l'économie circulaire, il y a deux impératifs. Elle est centrée sur les ressources. Je préserve les ressources et je crée de l'efficience de l'usage de ces ressources pour qu'elles génèrent plus de biens communs à partager. 1 kilo de matière, comment je travaille à ce que ce kilo de matière ne se disparaisse pas, certes, ça c'est la partie recyclage, mais surtout que dans l'instant présent, il puisse donner le maximum de services et de biens communs. Donc, pour que ceci fonctionne, il y a deux impératifs.
C'est le territoire, nous faisons avec les ressources disponibles dans le territoire, celles qui sont du territoire ou celles qui arrivent par la production et la consommation, et nous faisons avec les hommes et les femmes, avec ce que sont les communautés, ce que sont les cultures, ce que sont les gens dans le territoire. Et donc on voit bien qu'il nous faut un vecteur pour réussir tous ces échanges et que la monnaie complémentaire est un formidable outil, un formidable vecteur pour ces échanges. Si je vais sur un autre champ sur lequel je travaille, qui est la logistique, donc Emmanuel Meuch, qui travaille à l'Institut de l'économie circulaire, ne me contredira pas. La logistique, qui est en vérité la vie, puisque la logistique, c'est la capacité à faire en sorte que tout fonctionne en termes de flux de produits. La logistique, c'est pour moi le pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'informations. Les flux physiques, je souhaite préserver les ressources, je souhaite qu'elles soient utilisées au mieux. Les flux d'informations, c'est plus j'ai d'informations, on pourra y revenir, mieux je peux piloter. Et les flux financiers, qui doivent être associés à ces flux physiques, doivent aussi renvoyer un lien avec pourquoi je fais circuler ces flux physiques. Donc, très souvent, quand j'explique, quel est le... Elle a deux dimensions, cette monnaie. Hein. Toi, tu en as dit 3, mais moi, je suis moins doué que toi. 2 dimensions. Une, c'est sa valeur faciale, et 2, c'est une appartenance à l'Europe. Pas vraiment d'autres dimensions, à part tout le côté capitalistique, de thésaurisation, etc., etc. Des monnaies complémentaires, territoriales, etc., nous pouvons y accrocher des dimensions qui elles-mêmes s'accrochent ou viennent renforcer le type de flux physique que nous voulons porter. C'est ça qui est important. Donc, en conclusion de cette première intervention, moi, ma volonté, en tant que député, sera de travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, à faire en sorte que l'on libère, je ne l'avais pas en tête, donc c'était important ce rendez-vous, qu'on libère et qu'on incite à ce que les monnaies complémentaires se mettent en place. Alors, je vais utiliser pour cela 2 rendez-vous. Ma réflexion est très récente, hein. C'est à la lecture de ce document que j'ai rapproché différents sujets. 2 rendez-vous. Le premier, c'est actuellement le gouvernement a lancé la conférence territoriale, qui est un travail coopératif, notamment avec les territoires, notamment avec différents acteurs, pour repenser le lien entre l'État et les collectivités. Donc je pense que nous devons, et donc là je m'adresse à tous ceux qui peuvent participer d'une manière ou d'une autre à cette conférence territoriale, moi-même il faut que j'y rentre, j'y suis pas encore, à dire que dans les relations de l'État qui va baisser ses dotations, vous avez vu, on parle de 10 à 13 milliards d'euros que l'État donnera en moins aux collectivités, qu'il y ait une contrepartie à libérer au territoire la possibilité de mettre en œuvre des monnaies complémentaires qui seront implémentées d'indicateurs que les territoires, en responsabilité des politiques des territoires, choisiront. Donc évidemment, moi je pèserai pour que ce soit des MCE, des monnaies complémentaires à vocation écologique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de concret. On peut gagner cet enjeu, on peut faire que dans un an, en France, très rapidement, des territoires qui se voient recevoir moins d'argent public de l'État, mais à qui on a ouvert d'autres opportunités pour faire circuler dans son territoire ces flux, se disent « je m'appuie sur les monnaies complémentaires ». Le deuxième rendez-vous que l'État, le gouvernement lance, c'est la feuille de route sur l'économie circulaire. La feuille de route sur l'économie circulaire, portée par Nicolas Hulot, sera présentée en février-mars. Le lancement officiel, c'est mardi prochain, 24 octobre. Ça sera une construction démocratique collaborative. Vous savez, des plateformes Internet sur lesquelles chacun peut déposer ses avis, ses recommandations ou venir critiquer positivement ou négativement celles d'autres pour faire ressortir des attentes citoyennes sur ce sujet. Et il me semble que le vecteur, je choisis à dessein le terme, que le vecteur monnaie complémentaire doit être mis en exergue pendant ces travaux des prochains mois, donc d'ici à peu près fin janvier, puisqu'après on sera dans une phase de consolidation,
doit être mis en avant comme étant un moyen pour répondre à l'enjeu de l'économie circulaire, c'est-à-dire continuer à croître en termes de biens communs, en termes de ce que nous pouvons apporter à tous, mais décroître sur le gaspillage de matières premières que nous avons en France. Donc devant nous, nous avons aussi ces deux opportunités, parce que nous ne sommes pas que là pour restituer une très bonne étude, nous sommes là pour s'appuyer et voir comment on peut aller de l'avant afin de faire en sorte que les choses changent et changent réellement et en profondeur. Merci beaucoup. Donc ça, on pourra peut-être développer justement dans les propositions et les choses à venir qui pourraient améliorer l'usage des monnaies complémentaires écologiques. Donc je vous rassure, vous serez très utile dans la deuxième partie du débat. Maintenant qu'on a fait un petit tour justement de ce que sont ces monnaies complémentaires et leurs intérêts et leurs limites, je voudrais me tourner vers vous pour savoir si vous avez des questions justement sur cette partie-là ou des remarques tout simplement aussi sur la note. Monsieur. Oui, j'ai deux questions. La première, en gros, il y a une quarantaine de monnaies complémentaires locales, à peu près, actuellement en France. Ça représente quel montant? Et deuxièmement, prenons une monnaie locale comme l'abeille. Qui est le garant de la contre-valeur de la monnaie locale? C'est-à-dire quelqu'un, il accumule des abeilles, il veut, à un moment donné, quand il faut... Un commerçant, il doit payer sa TVA quand même. Il doit faire une comptabilité. C'est pour ça que beaucoup de monnaies locales ont pris une unité de monnaie locale égale 1 euro, ça facilite les choses. Mais il faut bien un bureau de change pour retrouver des euros pour rentrer dans la vie économique et fiscale et payer les charges sociales, par exemple. Alors ça, peut-être que rapidement, je pense que vous pouvez répondre facilement. À ce stade, le système, il est assez clair. Il est 1 euro, une unité de monnaie locale. Donc, il n'y a pas de création monétaire. Il y a 1 pour 1. Ah non, attendez. Il n'y a pas en direct de création stricto sensu monétaire à partir de cette parité euro, unité de monnaie locale. Et il y a chez les commerçants, artisans, petites entreprises, puisque c'est généralement cette cible-là pour les prestataires, une double comptabilité. Et la comptabilité n'est publiée qu'en euros, puisqu'ils font une double comptabilité, unité de monnaie locale et euros. Le problème qu'on peut avoir sur certains territoires, c'est la fameuse boucle. C'est-à-dire que comment le commerçant qui accepte d'être payé en monnaie locale, comment il va payer son expert comptable en monnaie locale, etc. Comment le réseau de clients fournisseurs interentreprises va lui permettre de faire une boucle. C'est plus ça la problématique aujourd'hui que la problématique de la fiscalité, vu les montants qui sont concernés. Et comme on a cette parité-là, on n'a pas de souci. Par contre, on a oublié un aspect, et votre question m'y fait penser, c'est que la personne qui vient chercher au bureau de change, parce que les bureaux de change sont chez les commerçants ou dans les associations ou dans des banques, exactement, qui se sont engagés. Et effectivement, on dépose des euros pour avoir des unités de monnaie locale. Et on est censé, la loi dit qu'on est censé les déposer, enfin le Code monétaire et financier, plus exactement, pas la loi, sur un fonds de réserve, un fonds de cantonnement. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de l'utiliser et il doit rester en réserve parce que si on l'utilisait, ça ferait effectivement là de la création monétaire et avec risque inflationniste ou autre qui pourrait générer derrière. En fait, ce qui se passe, c'est une grande hypocrisie parce que la loi bancaire, elle autorise les banques à faire circuler, je ne sais plus le pourcentage exact, mais c'est plus de 80% de la masse qu'elle a soi-disant en caisse, mais qui sont en fait des flux en dépôt et qui sont en fait des flux qu'elle réinjecte. Donc en fait, il y a des monnaies locales comme le SCHCO qui ont passé des conventions avec des fonds de capital risque solidaire comme Ericoa pour dire, ok, on passe une convention, il y a une banque en plus derrière, c'est une société de capital risque financier et qui utilise les euros qui sont soi-disant sur le fonds de réserve pour réinjecter sur des projets d'intérêt territorial, d'intérêt écologique, etc., par les financements solidaires. Donc on a des formats aujourd'hui de réinjection de l'euro dans des circuits courts territoriaux qui ne sont pas en monnaie complémentaire, mais qui sont sur des objectifs de transition et de développement durable. Et donc là, moi je pose la question, parce que quand j'ai dit à Bercy, mais attendez, alors ça c'est de la création monétaire. On m'a dit non, monsieur, c'est de la démultiplication.
Donc, je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, mais peut-être des gens dans la salle vont m'expliquer. Mais en fait, à partir du moment où on réinjecte dans le circuit des euros en investissement sur un territoire et que les monnaies complémentaires circulent sur une autre chaîne ou sur une autre boucle, eh bien, il y a bien création de valeur supplémentaire par le fait qu'on fait circuler ces euros. Donc là, ça pose une autre question, et là, ça va poser la question de la fiscalité, puisque si c'est développé de façon massive et qu'il y a des volumes importants, là, à un moment donné, va se poser la question de la fiscalité. Pour la petite histoire, quand on a fait notre rapport, on nous a dit, à Bercy, à la direction du Trésor, votre rapport est très intéressant en exploration, mais surtout, ne parlez ni du crédit, ni de la fiscalité. Alors qu'en fait, les vecteurs importants aujourd'hui de l'économie de la finance, c'est le crédit, puisqu'on est sur une économie et une monnaie essentiellement de crédit, et puis c'est aussi la fiscalité, puisque la réinjection des sommes et de la valeur se fait aussi par la voie fiscale, qui est aujourd'hui pas intégrée dans l'approche des monnaies complémentaires. Donc c'est des questions sur lesquelles, d'ailleurs, tu parlais des sujets, c'est des sujets qui bloquent à Bercy. Le sujet des collectivités, le sujet de la fiscalité, le sujet de pouvoir faire des crédits en monnaie complémentaire, eh ben, ça bloque aujourd'hui à la direction du Trésor et à Bercy. Je ne veux pas faire... Bercy, ce n'est pas tous des méchants. Hein. On a rencontré des gens qui ont envie de faire avancer ces questions-là, mais ils sont relativement minoritaires encore aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas dans la culture. Et ça, là-dessus, je pense qu'on en parlera dans les propositions, mais ça a été mis en avant justement là, Ouais. dans la note. Ouais. Justement, enfin, les fonds de réserve, on va y revenir parce que c'est justement l'objet d'une des propositions. Et merci pour les clarifications. Enfin, il y a une blague d'économiste qui dit si vous avez compris comment fonctionnait la monnaie, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et vous savez que je me suis mal exprimé. Et c'est vrai que, bon, moi n'étant pas expert du sujet, on a un peu ramé, mais je pense que c'est vraiment important de bien comprendre le fonctionnement. Et donc merci pour les explications. Pour répondre à votre question, le SCHCO, je crois que c'est un peu plus, c'est 300 000 euros équivalent en circulation. Voilà. Et c'est la plus importante des monnaies en France. Sachant que, voilà, quand on dit que c'est somme toute assez moyen comme résultat en France, c'est que, par exemple, le Sardex, donc qui est une des très importantes monnaies en Sardaigne, qui s'appuie, elle, sur des échanges interentreprises. Donc on parlait de crédit, c'est un système de chambre de compensation, c'est-à-dire on va échanger des crédits avec des débits entre entreprises, on fait du crédit clearing, quoi. On gomme les crédits entre entreprises, et comme ça évite de passer par l'euro. C'est 70 millions d'euros en circulation. C'était 70 millions d'euros. Je crois qu'apparemment, ce que tu me disais, c'est que ça va plutôt mal aujourd'hui. Enfin, ça a changé d'orientation. Ça atteint un seuil, les banques se réveillent. Quoi. Voilà. Sur un territoire. En fait, ça supprime les banques, une chambre de compensation à la base. Ça supprime les banques, voilà. Mais et donc, juste parce que le fonds de réserve, c'est important, mais en effet, la différence majeure avec une banque, c'est qu'une banque, elle peut avoir 10% en fonds de réserve auprès de la Banque centrale et utiliser le reste pour redistribuer, etc. Et on voit bien l'effet exponentiel de ce genre de pratique, c'est-à-dire que les 90% restants peuvent être en partie placés aussi en réserve et on peut mettre 80% de ces 90%, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir très vite un effet domino assez important et exponentiel sur la capacité à créer du crédit et des intérêts à partir d'un faible fonds de réserve. C'est la question des intérêts. C'est les intérêts composés. Voilà. Ah oui, les intérêts Ok, composés. merci beaucoup. Madame, oui, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Geneviève Boucher, je suis futurologue et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de la monnaie puisque moi, mon sujet de recherche, c'est la recomposition du tissu entrepreneurial qui passe par la refonte du pacte social et la monnaie que nous utilisons, elle est très liée au pacte social. Ce matin, on avait une réunion interprofessionnelle avec tous les métiers de la monnaie et de la banque, et on travaillait sur les crypto-monnaies adossées à la technologie blockchain. On commence à y voir un petit peu plus clair. Bon, les banques soufflent un peu parce qu'on voit qu'on va quand même avoir besoin d'intermédiaires agréés pour des raisons techniques que je ne vais surtout pas développer ici. Par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que vient de dire le député Lambert, le travail qui va être initialisé avec Nicolas Hulot. Parce que, pourquoi on se pose toutes ces questions de monnaie ?
Il faut revenir dans toute l'histoire pour comprendre, et on ne va pas le faire ici. Hein. Mais en gros, si vous voulez, la monnaie que nous utilisons actuellement, on l'appelle la monnaie dette, parce qu'elle est créée chaque fois que quelqu'un s'engage à créer une certaine richesse, par exemple bâtir un immeuble ou améliorer son outil de production ou quelque chose comme ça, et il va pouvoir rembourser avec la valeur qu'il va créer. C'est une monnaie qui est totalement adossée aux activités productives, et elle a été adaptée au siècle dernier dans ses dimensions internationales, et c'est d'ailleurs là que ça pêche, parce que c'est là où elle a été coupée d'une référence artificielle qui était l'or, et maintenant elle flotte un peu. Ce qui fait par exemple des surcapitalisations comme les GAFA. Quand vous regardez la capitalisation des GAFA par rapport à Airbus Industrie, on se dit mais ça, voilà. Donc on voit que ce système pose de très gros problèmes. Il pose de très gros problèmes parce qu'entre autres il contraint les États à faire de l'emprunt et donc à s'endetter. Et donc on arrive au problème du financement des territoires. Et j'ai énormément aimé ce que vous venez de dire, mais j'aimerais en savoir beaucoup plus. Il est possible d'en savoir plus, parce que c'est de ce côté-là qu'est la porte de sortie. Parce que nous allons vers une forme de société dans laquelle la production proprement dite, les activités dites productives, c'est-à-dire produire un médicament, une paire de chaussettes, un chou-fleur, on va le faire avec de plus en plus d'efficacité. Alors les agriculteurs parce qu'ils font de la permaculture, et puis les autres parce qu'ils vont utiliser des robots. D'ailleurs, les agriculteurs aussi utilisent des robots. Cette monnaie, il faut qu'elle revienne sur son activité, et en plus qu'elle le fasse de façon plus sobre. Et nos échanges vont devenir des échanges de plus en plus immatériels, avec deux catégories, les activités empathiques et puis les activités contributives. Par exemple, la recherche, l'innovation, le partage de travail, c'est du contributif. Toutes les activités empathiques, c'est tout ce qui est gestion de crise, crise sanitaire, crise sociale, crise ceci, crise cela. Et ça, tant qu'on veut le faire financer par de la monnaie dette, on ne peut pas y arriver, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'il faut aller vers des nouvelles monnaies. Et donc, le chantier que vous allez ouvrir, je suis passionnée. Enfin, j'en ai rêvé. Vous êtes en train de me dire que vous allez le faire. Super. Juste pour résumer, pour résumer, vous voulez donc qu'on développe un petit peu la question autour du travail avec M. Nicolas Hulot. Alors, je réexplique plusieurs choses. Je suis député, donc je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas dans l'exécutif. Donc je pèse sur l'exécutif, nous allons peser sur l'exécutif. Je proposais de peser dans deux moments qui sont ouverts par l'exécutif, le gouvernement. Le moment de la conférence territoriale, qui me semble celui qui est intéressant en termes de, toi qui connais bien les jeux politiques, et en plus élu d'une collectivité, tu as bien connu ça, c'est nous, l'État, allons baisser les aides que nous donnons au territoire, mais en contrepartie, nous allons permettre au territoire de lui-même créer des moyens pour servir ce qu'il a à faire dans ces territoires. J'essaye d'avoir des mots les moins précis possibles techniquement pour expliquer, pour éviter que l'on soit sur une seule réponse à ce que le territoire peut faire. Mais maintenant, je vais expliquer techniquement. On peut, dans cette négociation qui est lancée entre le territoire et l'État, il y a plusieurs axes qui sont prévus. Notamment, par exemple, sur la fiscalité. Je suis toujours en monnaie euro comprise. Hein. On peut dire, on va permettre au territoire de lever plus d'impôts. C'est à chaque territoire de pouvoir le choisir. Ça existe déjà au niveau des régions, sur des variables, sur la taxe, sur les produits pétroliers. Donc il y a certaines régions qui sont à 0 et d'autres qui ont pris le maximum, je crois que c'est 1,5 ou 2 centimes. Donc c'est pour ça que l'essence peut coûter un peu plus cher dans une région par rapport à une autre. Parce qu'une part de la fiscalité de l'essence, des carburants, revient aux régions. À elles de choisir le levier, comment elles l'ajustent. Donc on peut donner ces outils de fiscalité. On peut donner des outils
d'expérimentation, libérés sur des contraintes réglementaires. On peut, et donc l'une des idées que je suggère, c'est qu'on donne plus de facilité aux territoires de pouvoir eux-mêmes, donc c'est surtout ceux qui permettent de boucler la boucle, hein, ça a été bien expliqué tout à l'heure, donc aux collectivités de pouvoir créer, être à l'initiative sur des monnaies complémentaires. Ça, c'est la conférence territoriale. De façon concomitante, se lance sous l'égide de Nicolas Hulot, la conférence territoriale, c'est sous l'égide du ministre des Cohésions des Territoires, M. Mézard. Sous l'égide du ministre de la Transition écologique et solidaire, se lance, Nicolas Hulot, donc, se lance la feuille de route économie circulaire. Donc là, on n'est pas sur une réponse par rapport à un jeu politique entre je te donne moins d'argent, mais je vais te donner ça en plus, ça appartient au territoire. On est sur toute autre chose. Nous voulons rentrer dans une société moins gaspilleuse, une société qui crée plus de richesses avec moins de ressources, avec des ressources mieux utilisées. Et un des vecteurs, c'est les monnaies complémentaires. Pas forcément territoriales d'ailleurs. Je ne sais pas, sur le COPEC par exemple, ce n'est pas une monnaie de territoire. Oui, en feu, mais c'était une monnaie nationale qui n'a pas fonctionné, mais parce qu'il n'y a pas eu le poids politique derrière de l'ancrer par rapport à ce qu'elle portait, notamment c'était coopératif et éthique, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Non, mais après, il y a les histoires techniques, mais je parlais de s'il y avait une impulsion politique nationale qui disait que nous devrions favoriser des achats, etc., ça peut aider. Donc, ce n'est pas les mêmes pressions ou les apports que nous mettrons entre la conférence territoriale et la feuille de route économie circulaire. Je suis un peu long, mais je voudrais juste expliquer comment on peut faire avancer les choses, parce que moi, mon objectif in fine, c'est que j'ai l'intime conviction que nous avons besoin de ce type de vecteur pour pouvoir transformer par rapport à ce que je porte en tant que président de l'Institut national de l'économie circulaire. C'est une société beaucoup plus efficiente dans l'usage des ressources, bien moins gaspilleuse des ressources. Peut-être un petit mot, Monsieur Magnin. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Ça ne peut marcher, ce que tu viens de dire et ce que vous avez évoqué, Madame, tout à l'heure, que si on reconsidère le calcul et l'évaluation des richesses territoriales. Ce qui est bénéfique et ce qui est destructeur aujourd'hui, qui est calculé avec les règles qui sont les nôtres, que ce soit au niveau du PIB régional ou national, ou que ce soit dans une entreprise avec le plan comptable et les ratios d'analyse de gestion, sont sur des indicateurs qui ne vont pas dans le sens que tu évoques là. Donc si on ne met pas en place, nous on avait essayé en Pays de la Loire de mettre en place les nouveaux indicateurs de richesse. Sauf que ça n'a même pas été connecté avec la monnaie locale possible, interentreprise régionale, qui aurait pu être une déclinaison d'ailleurs de cette réflexion sur l'audit des richesses territoriales. Et tant qu'on n'aura pas de nouveaux indicateurs pour mesurer ce qui est bénéfique pour nous tous, pour le territoire, tant sur le plan social que sur le plan écologique, eh bien on n'avancera pas. Parce qu'on sera uniquement sur des niches et il n'y aura pas de remise en cause du calcul à la fois de la richesse de ce que produit une entreprise. Comment aujourd'hui on peut dire qu'une entreprise est productive? Vous avez parlé de productivité, Madame, tout à l'heure. Eh bien, si on le dit sur les critères actuels, même si on met une monnaie régionale en place, ça ne changera rien de la politique de cette entreprise, sauf si elle est volontariste, et donc ça sera sur une niche. Donc, il faut absolument qu'on revoie les règles de comptabilité pour permettre à des entreprises innovantes, aujourd'hui, d'être reconnues comptablement et financièrement dans l'impact qu'elles vont pouvoir avoir dans le changement des pratiques. Donc pour moi, c'est fondamental. C'est un des points sans doute le plus majeur de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et on avait fait une proposition en 2015 de mettre en place des audits de richesses territoriaux. Bien sûr, il n'y a pas eu une seule région qui s'est emparée de cette proposition. Et je vous rappelle que dans la Constitution, il y a le droit à l'expérimentation qui doit permettre à une collectivité territoriale d'expérimenter de nouveaux dispositifs. Et ça serait peut-être intéressant de faire la proposition qu'une région, 2 régions, je ne sais pas, peut-être qu'une pour commencer, mettre en place une monnaie régionale adossée à un audit des richesses territoriales pour permettre le changement en termes d'évaluation, parce que sinon, on ne bougera pas et les entreprises ne bougeront pas parce qu'on ne leur apportera pas de la richesse financière derrière si elles ont des comportements vertueux. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Voilà.
Juste rapidement, parce qu'il va falloir qu'on passe aussi à la deuxième partie. Il reste une autre question, il me semble. Mais j'avais oublié de lire mes notes. Et effectivement, sur la question de la comptabilité, elle est primordiale. Donc je vais faire extrêmement rapidement parce que tu l'as bien précisé. L'ADEME, avec le cabinet comptable Compta Durable, a déjà lancé une expérimentation auprès de 10 entreprises en Occitanie. Nous allons avec eux le faire sur 10 entreprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où un modèle qui existe va être éprouvé, le modèle de compta durable va être éprouvé auprès de ces 10 entreprises pour s'assurer de mieux mesurer effectivement les créations de richesses ou la création de richesses au pluriel, mais il y a toujours le pluriel dans les deux. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Je m'étais noté de le dire, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais Jean-Philippe l'a très bien indiqué. Je note, parce que moi je ne maîtrise pas évidemment ton rapport comme toi, que c'était déjà dans votre propre rapport, et donc s'appuyer plus encore sur ce que tu viens de préciser. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Les monnaies complémentaires doivent, vous l'avez dit tout à l'heure, doivent aussi pouvoir s'appuyer sur des changements d'approche et de perception qui passent notamment par de nouvelles formes de comptabilité des valeurs créées. Merci beaucoup. Je crois qu'on a encore une ou deux questions, si ça peut être effectivement bien sur le contexte et qu'on puisse passer aux propositions, parce qu'on y est déjà presque. Alors je ne sais pas si c'est sur le contexte, mais ça va être très terre à terre. Je m'interroge sur la question des monnaies locales, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a cru que le local est un argument environnemental suffisant. L'ADEME a mis suffisamment de poids pour expliquer que ça ne suffisait pas, consommer local et de saison, et parfois c'est mieux d'acheter très loin, mais dans un endroit où c'est mieux fabriqué. Donc du coup, la question que je me pose, c'est par rapport aux monnaies locales existantes, est-ce qu'il y a entre guillemets des référentiels de certification pour les commerçants chez lesquels on peut acheter ces produits avec cette monnaie locale pour justement s'assurer qu'il y a bien une plus-value environnementale du fait de dépenser ces courses chez ces gens-là. Parce que concrètement, si je peux acheter avec mes sols mon pétrole chez Total, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, c'est la question. Oui, ben non, enfin moi je ne connais pas de certification particulière. C'est souvent... enfin, ça pose une autre question, mais en tout cas non, le choix est assez arbitraire. Et on pense que certains commerçants peuvent faire partie parce qu'ils ont à dominante de circuits courts ou des approvisionnements locaux, et donc ça se fait. Enfin, ouais. Enfin, il y a quand même un peu plus. Mais ouais. Enfin bon, je pense que vous pourrez apporter une clarification, mais oui, il y a quand même un petit peu plus. Alors, ce n'est pas des documents... Oui, il y a les chartes de déontologie et d'engagement, c'est-à-dire que les gens qui s'engagent sur les monnaies locales, qu'elles soient prestataires ou citoyens, elles s'engagent sur une charte. Alors, une charte n'est pas bloquante, il n'y a pas de droit d'opposition à quelqu'un qui ne serait pas vertueux après avoir signé la charte, donc c'est vraiment que du volontarisme, donc c'est pas réglementaire, mais il n'empêche que c'est quand même un engagement. Donc il y a ça, c'est-à-dire que l'engagement sur le développement durable, sur les circuits courts, il fait partie de quasiment toutes les chartes, nous, qu'on a pu évaluer, en tout cas sur la partie des 40 ou 45 monnaies locales complémentaires existant en France. Ça ne nous donne pas toutes les garanties, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas parce que les monnaies complémentaires ne veulent pas, c'est parce que la législation aujourd'hui ne permet pas ça pour tout, enfin pour tous les produits. Elle va le permettre pour certains types de produits, par exemple. On voit les artisans du bâtiment peuvent maintenant, avec la RT 2012, faire appliquer un certain nombre de choses, y compris s'ils sont dans des circuits de monnaie complémentaire. Mais ce n'est pas parce qu'ils font de la monnaie complémentaire qu'ils vont faire appliquer ça en matière de circuit court. Mais c'est parce qu'ils ont un comportement vertueux, ils sont plus écologiques, comme certains qui sont en agriculture biologique. Mais ce n'est pas les monnaies complémentaires qui amènent ça, en tout cas. Elles peuvent en tout cas faciliter peut-être la sensibilisation avec ça. Mais... Ok, donc voilà, il y a en tout cas... parfois une obligation de moyens en accompagnant via une charte. Mais je pense que ça pose la question, et c'est un sujet que vous souleviez tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure, notamment en termes environnementaux. Et donc vous disiez, votre point de vue, c'est développons les monnaies complémentaires et faisons en sorte qu'elles soient environnementales après. Je pense que cette question mérite d'être posée, c'est-à-dire est-ce que
c'est la bonne solution, ou est-ce qu'on part tout de suite avec des monnaies complémentaires environnementales? Et je pense que c'est toute la difficulté en fait aujourd'hui de chercher à développer quelque chose sans y incorporer ou sans y accrocher une dimension environnementale ou à vocation de transition écologique, et d'ouvrir à tout va avec une charte peut-être qui est peut-être peu limitante, et de chercher dans un deuxième temps à y raccrocher des contraintes qui sont des contraintes environnementales. Je pense qu'en tout cas cette question mérite d'être posée. Nous, une des propositions qu'on fait, et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour nous de notre point de vue, c'est de chercher à hybrider, toujours, de chercher à recomposer les outils. Donc les monnaies complémentaires, et j'espère que ça transparaîtra quand vous quitterez cette salle, ça ne reste qu'un outil. Aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est un outil de la transition. En tout cas, nous, on le reconnaît comme un outil de la transition écologique. Et notamment les monnaies complémentaires, les monnaies locales et thématiques ont tout à faire ensemble. Et c'est l'idée de chercher à hybrider ça avec des monnaies thématiques qui sont à vocation environnementale, par exemple, auxquelles on y adosse des monnaies locales qui ont vocation à développer les flux sur un territoire, etc. Mais en termes d'impact environnemental, on est sur une obligation de moyens parfois, mais jamais sur une obligation de résultat. Ça, c'est le premier truc. Et on a aussi du mal à mesurer, avant les impacts environnementaux, les impacts socio-économiques. C'est-à-dire qu'on entend parfois des chiffres de circulation de monnaie, de vélocité, mais il n'y a rien de plus dur à mesurer parfois que la circulation de la monnaie. On dit les chiffres, c'est entre 5 et 12 fois ce que peut faire un euro de circulation sur un territoire. Donc c'est des chiffres énormes, mais qui mériteraient peut-être d'être mis en avant. Parce que comment est-ce qu'on crée de la richesse sur un territoire, puisque c'est le sujet aussi de ce soir, c'est une masse monétaire. En gros, c'est une équation avec deux variables, quoi. Il y a une masse monétaire sur un territoire, le volume de monnaie qu'on va avoir, multiplié par la vélocité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une petite masse monétaire, et ça prêcherait en faveur des monnaies complémentaires actuelles, mais tant que la vélocité est importante, on peut rattraper le retard en termes de comparaison avec l'euro, par exemple. Donc je pense qu'il faut travailler aussi sur ces mais la question de doit-on raccrocher l'aspect environnemental avant ou après, pendant, c'est une question importante. Juste, moi j'ai un petit rajout par rapport à ce qu'on avait évalué en 2015. Est-ce que ça a bougé? Je ne sais pas dans ce que vous avez pu observer. C'est que la majeure partie des entreprises qui se sont engagées dans les dispositifs de monnaie complémentaire sont déjà des entreprises engagées dans des processus de transition écologique. Donc la question va se poser quand on va changer d'échelle. C'est-à-dire que là où on va toucher des entreprises qui seront, entre guillemets, moins vertueuses sur le plan écologique, parce que celles qui se sont engagées jusqu'ici, c'est plutôt des agriculteurs biologiques, c'est plutôt des commerces bio, type Biocop et autres, c'est plutôt, etc. Ce qu'on a pu observer en tout cas. Et peut-être que quand ça va s'ouvrir effectivement à d'autres, là va se poser la question de l'évaluation et comment on va faire pour que des gens qui ne sont pas spécialement avec le label aujourd'hui puissent rentrer dans des dispositifs et peut-être aller dans une démarche de progrès et arriver à ça. Enfin, c'est une question par rapport à ça qui me paraît assez centrale, quoi. Merci. Je dois vous couper parce qu'on a plusieurs questions et il va falloir qu'on accélère un petit peu si on veut finir à 8h comme prévu. Bonjour, bonsoir. Deux questions de Béotien, un peu des réactions. Moi, j'ai lu le rapport. Je ne suis pas un spécialiste des monnaies, loin de là, et en particulier des monnaies complémentaires. Je m'interroge sur la question de la confiance, que vous pointez très fortement dans le rapport. À part les initiés ou les convaincus, si on évoque monnaie complémentaire, je pense que les gens y pensent plutôt au troc, au travail au noir, au black, mais ils ne pensent pas à quelque chose de très sérieux. Et il me semble qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Moi, personnellement, je ne sais pas si les échanges qui se font avec les monnaies complémentaires aujourd'hui, elles payent les taxes, elles payent la TVA et tout ça, je ne sais pas. Et ce n'est pas dit explicitement dans votre rapport. Donc, je pense que pour lever la question de la confiance, à la fois pour ceux qui utiliseraient ces monnaies et à la fois pour ceux qui les mettraient en place, il y a quelque chose à faire, d'expliquer autour de ça. Et puis, la deuxième question que j'ai, mais c'est plutôt une question constructive, c'est de dire, moi aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à créer une monnaie, pas tout seul, hein, avec des partenaires, on est en train de travailler sur cette question à plusieurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas un guide de la création de la monnaie complémentaire.
Alors, je vais vous couper un petit peu pour la première question. Je propose qu'on la décale parce que ça va aller avec les propositions. En fait, dans les propositions, il y a une question sur justement comment améliorer la confiance autour des MCE. Du coup, ça nous permet d'en parler après exposition des propositions, si ça vous convient. Sur la question de comment créer une monnaie, vous avez quand même aujourd'hui le site sur les monnaies, c'est un site national sur les monnaies locales complémentaires. Vous avez quand même pas mal d'éléments qui vous expliquent comment créer une monnaie. Ça, au niveau pédagogique, il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Là où vous avez, moi ça m'a fait sourire, c'est un petit sourire jaune, c'est qu'une des propositions du rapport en 2015, c'était l'engagement de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel au sein de l'État, qui devait rédiger avec les acteurs en concertation un guide méthodologique officiel de création des monnaies locales complémentaires, et ça n'a toujours pas été réalisé. Donc là, ça fait partie, là c'est pareil, François Michel ne pourra pas faire tout, mais il n'empêche qu'il y a un réel besoin de mettre en application des propositions simples. Dans notre rapport, il y avait des propositions plus durables, donc il faut peut-être 10-15 ans pour certaines propositions pour les mettre en place, mais celle-ci, c'était quand même facile et ça n'a pas été fait. Voilà. Et je pense qu'on en parlera aussi, vu que ce sera aussi dans les propositions. Une autre question, et encore une dernière. Bonsoir, oui, je voulais revenir sur le rôle de la charte et demander une clarification, parce que il me semblait que cette charte était essentielle dans la mesure où elle dit quelles sont les valeurs qui lient les différents acteurs entre eux. Et donc, c'est elle, parce que lorsque M. Lambert nous dit je suis intéressé à regarder les richesses, avec un S, créées, ça veut dire qu'on est dans un monde multicritère. Mais dès lors que l'on fait des échanges avec une monnaie, on réduit ça à une seule valeur. Tout devient interéchangeable à ce moment-là. Et donc, il me semble que c'est la charte qui, par les valeurs qu'elle demande aux participants, qui va définir les valeurs qu'on veut échanger dans ce circuit. Et donc, alors quand vous dites finalement la charte, elle est là, on n'en fait pas grand-chose finalement, j'ai eu l'impression que vous disiez on ne peut pas revenir dessus, les gens font ce qu'ils veulent, après ils proposent ce qu'ils veulent. J'ai pas eu l'impression de dire ça, mais... Ah, d'accord, c'est ce que j'ai entendu. Non, j'ai juste dit que c'était pas réglementaire, c'est pas opposable. C'est-à-dire que quelqu'un peut pas dire, tiens, telle personne n'a pas respecté la charte, donc elle peut plus être un adhérent des monnaies complémentaires. C'est vraiment une régulation collective, donc de nature politique, de dire, tiens, tel comportement n'est plus vertueux par rapport à la charte que vous avez signée, monsieur le commerçant, comment on peut faire pour que vous amélioriez, quoi. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est la question, ce que vous évoquez là, c'est la question de la bonne gestion de cette coopérative, entre guillemets, qui se crée à travers cette monnaie. Et donc, c'est important que cette charte soit assez centrale, parce qu'elle, c'est elle qui va définir les valeurs vers lesquelles on avance, et qui peuvent contenir et des données environnementales, mais aussi des aspects sociaux, qui me semblent assez importants de garder ensemble. Je crois que c'était vraiment lié à la question de la certification et comment être sûr, voilà, de l'effet des monnaies locales, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a une dernière question, si on peut... Et après... Ah. Si, une dernière question, si je peux. Ouais. En fait, monsieur voulait parler aussi. Mais allez-y. À ce moment-là, ce que je vais faire, si ça ne vous dérange pas, je vais prendre les questions. Et puis, je vais prendre les questions, les noter, et puis voir voilà, si on peut y répondre maintenant ou si on passe aux propositions. Sinon, ce serait un peu dommage de rater ça. Je vous en prie. Ah oui. Du coup, vous parliez en fait de la mise en place de nouveaux indicateurs pour mesurer la création de richesses dans un territoire. Est-ce que dans les études que vous avez déjà commencées, vous preniez en compte également la destruction de richesses? On peut penser à certaines externalités, etc. Est-ce que ça faisait déjà partie des études? Je la note et peut-être monsieur, si vous voulez rajouter une question. Alors, j'ai juste lu les 10 premières pages de la note, mais j'ai vu que vous avez écarté les crypto-monnaies et j'ai pas compris pourquoi vous n'aviez pas fait le parallèle avec, sachant qu'il y a des
crypto-monnaies qui sont locales, qui sont thématiques, et qui en plus ont évolué les 2 dernières années, puisqu'il y a des centaines de crypto-monnaies qui sont créées tous les mois. Et j'ai pas compris pourquoi vous aviez écarté le sujet au lieu de faire le parallèle. Alors, on est sur le sujet des crypto-monnaies, on les a écartées dès le début parce qu'on a fait la distinction dès le début entre les monnaies complémentaires et les monnaies, disons, parallèles. C'est-à-dire, pour nous, les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou autres sont là, ont vocation à remplacer les monnaies classiques type euro, dollar, etc. Et donc, pour nous, on les a écartées parce que l'objectif de ces monnaies complémentaires, c'est qu'elles sont complémentaires de l'euro. Donc elles viennent apporter de la diversité dans le paysage. Elles n'ont pas vocation à remplacer. Ça, c'était la première chose qui fait qu'on n'a pas considéré le Bitcoin comme partie de ces monnaies complémentaires. En revanche, ce qui nous semble intéressant, c'est la technologie blockchain. Et notamment la SolarCoin, qui est une monnaie complémentaire qui s'appuie sur la technologie blockchain, nous paraît tout à fait intéressante dans le cadre d'un outil numérique pour certifier, apporter de la confiance, comme le demandait monsieur, sur certains dispositifs. Surtout dans une démarche où on discute avec de la monnaie, on travaille avec de la monnaie, et donc les outils sont à risque, et donc on doit être encore plus sécurisé pour apporter cette confiance-là. Voilà. Donc la blockchain nous semble une technologie tout à fait intéressante à mobiliser dans le cadre des monnaies complémentaires, mais pas les bitcoins, et qui sont justement, et c'est aussi un objet qu'on voulait mettre sur la table aussi, les possibles dérives associées à ces monnaies complémentaires. C'est-à-dire, on entend aussi beaucoup l'argument, enfin en tout cas la critique qui dit vous travaillez au retour au franc. Parce que si on prend un peu de recul, on se dit finalement, le franc, c'est peut-être une monnaie complémentaire à l'échelle nationale. Voilà. Donc, il y a aussi tout un tas de questions liées aux taxes, à la TVA, comment je paye mes cotisations sociales, etc. Et tout un tas de dérives qui font que la confiance, et c'est aussi le cœur de notre premier sujet de proposition, la confiance est centrale dans le renforcement de ces dispositifs. Très rapidement, pour répondre à la question sur l'étude de la destruction de richesse, je ne sais pas si l'un d'entre eux... C'est sur la... Présentez-vous. Sur la question effectivement de la destruction de richesse, mais ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire c'est de faire la distinction. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, pardon, rapidement? Oui, Dominique Picard, je travaille dans le cadre du mouvement Sol qui regroupe un certain nombre de monnaies locales. Et une des orientations sur laquelle effectivement on travaille, c'est justement précisément, en même temps que travailler sur la question des monnaies locales, c'est travailler sur la nouvelle comptabilité. Donc la question de la comptabilité bénéfique ou de la comptabilité effectivement nuisible. Et donc du coup, bien entendu, quand on travaille sur ces questions-là, on est obligé de prendre en compte ce qui est de l'ordre de la destruction de biens. À partir du moment où on considère qu'il y a de la destruction de biens, on peut considérer du coup que même s'il y a de la production de richesse classique, on dira comptabilisée dans le PIB, c'est nuisible. Et donc du coup, il faudra que ça soit comptabilisé de manière négative. Et donc il faut créer cette double comptabilité, en fait, introduire cette double comptabilité dans les entreprises notamment, mais on pourrait penser aussi que dans les collectivités locales, pourquoi pas. Et du coup, de pouvoir donner avec le regard aussi du citoyen, de juger en fait sur un territoire ce qui apparaît bénéfique et ce qui paraît nuisible. L'important c'est ça, c'est comment on crée ensemble cette distinction. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui doit venir d'en haut en disant ça c'est nuisible, ça c'est utile. C'est quelque chose qui sera de l'ordre, il faut que ça soit quelque chose qui soit de l'ordre d'un collectif. C'est-à-dire c'est les gens des territoires qui vont juger effectivement de ce qui leur paraît nuisible ou pas. Donc je reviens aussi sur la question du coup de la monnaie, des monnaies, c'est qu'il ne faut absolument pas dissocier le fait que la production de monnaie locale, c'est d'abord et avant tout, en tout cas au départ c'était ça, et ça doit le rester à mon avis, la question de la réappropriation citoyenne de la monnaie. C'est ce que tu disais. Mais je crois que c'est très très important, c'est-à-dire que bien toujours resituer la monnaie comme un moyen et non pas comme une fin. Et donc du coup, la question de la citoyenneté, elle reste absolument fondamentale et on ne pourra progresser que comme ça.
Oui, ça c'est une vraie question pour justement le changement d'échelle, à quel point on garde ou pas cette question citoyenne. Du coup, ça nous permet justement de parler des propositions qui vont en parler. Je laisse Thomas Binet rapidement les lister. Je vais les exposer brièvement et je vous invite à lire bien sûr la note pour plus de détails. On a beaucoup travaillé pour arriver à un consensus, arriver à se mettre d'accord sur des propositions concrètes, qui était la commande de la fabrique écologique aussi, d'avoir des choses concrètes à mettre en place dès demain. Donc voilà, on les a regroupés en fait en trois. On a fait 3 groupes qui vont du moins, ou en tout cas du plus court terme au plus ambitieux, je dirais. La première, concerne le renforcement du dispositif des monnaies complémentaires à vocation environnementale. Donc ça passe essentiellement par la confiance, c'est-à-dire développer la confiance autour de ces dispositifs. Et cette confiance, elle est apportée par la preuve déjà qu'il y a réellement un impact environnemental de ces dispositifs, c'est-à-dire donc un système d'évaluation, par des collèges d'experts indépendants qui peuvent être mobilisés et intervenir sur ces monnaies complémentaires pour pouvoir assurer ce tiers d'évaluation et pouvoir accorder cette confiance à ces dispositifs-là. Et donc, on propose aussi d'y adosser dès le début donc des valeurs dans les chartes qui ont vocation à être autour de la transition écologique. Donc dès le début, et de ne pas démarrer des monnaies locales ou des monnaies complémentaires sans y avoir adossé ces valeurs-là, ou en tout cas en parler. La deuxième catégorie, elle concerne les boucles. On en a parlé tout à l'heure. Les boucles d'échange, pour nous, sont essentielles. Et notamment sur développer la circulation, développer le nombre d'utilisateurs, c'est le préalable indispensable à des monnaies à vocation environnementale de dimension, capable d'avoir un impact particulier. Et donc, nous, on s'est posé la question, parce que, en fait, toutes les critiques qu'on peut faire autour des monnaies complémentaires, en fait, il suffit de se poser la question, est-ce que vous iriez changer, là, à ce bar-là, des monnaies, vos euros en monnaie locale, pour l'utiliser si on pouvait l'utiliser autour du coin ici? Est-ce que vous le feriez? Nous, c'est mon expérience en tout cas, on a la Miel, qui est la monnaie de Libourne, à côté de Bordeaux, et donc elle a été introduite là où sont nos bureaux, à Darwin, donc avec pas beaucoup de possibilités de pouvoir convertir la monnaie. Et en fait, même moi, je n'ai pas changé mes euros en monnaie locale parce que je n'y voyais pas l'intérêt. Je dis, mais qu'est-ce que j'y gagne? Je suis déjà une clientèle captive de cet écosystème-là, et je vais continuer à acheter mes sandwichs ici. Donc la question, elle est pour le citoyen, mais elle est aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une entreprise va utiliser ce dispositif-là? Donc, en l'occurrence, les crédits de clearing, là, toutes les chambres de compensation qui permettent d'échanger, si ce n'est autour de la trésorerie. Mais en tout cas, et c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que le VIR en Suisse, qui est la monnaie emblématique de ces échanges interentreprises, et le Sardex ont été développés en temps de crise. Le VIR, dans les années 32, enfin je crois en 32, donc juste après la crise de 29, et donc c'était en temps de crise où il n'y avait pas de francs suisses, et donc il fallait bien se débrouiller pour pouvoir continuer à échanger entre entreprises. Et donc là, les entreprises, ils ont tout de suite vu ce qu'elles y gagnaient. Mais je m'égare un petit peu, j'étais en train de présenter les propositions. Mais je pense que la question de qu'est-ce que j'y gagne, elle est centrale. C'est-à-dire dans ce dispositif, que ce soit une monnaie complémentaire, et a fortiori, si on y attache une dimension environnementale, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant derrière. Alors certaines monnaies locales, on gagne 10%, c'est-à-dire que quand on va changer 1 euro, on a 1,1 unité de monnaie locale, qui sont incitatifs, puisque donc on y gagne en termes de pouvoir d'achat. C'est peut-être des choses intéressantes, mais en tout cas, il faut vraiment se poser cette question-là si on veut dépasser la masse critique, déplacer le cercle des convaincus et faire en sorte que des entreprises qui ne sont pas dans ce cercle de militance puissent être intéressées pour rejoindre cette boucle et rejoindre ce dispositif-là. Donc, les boucles d'échange, on a repris une de vos propositions également, c'est faire appel aux pôles territoriaux de coopération économique, qui sont des dispositifs territoriaux tout à fait intéressants, auxquels on pourrait adosser des monnaies complémentaires, notamment à vocation environnementale. Et je passe rapidement. Donc, ces boucles d'échange, pour nous, elles sont essentielles.
Et ensuite, la dernière catégorie, la troisième catégorie de propositions qu'on a faites, elle concerne les collectivités publiques, et donc les collectivités territoriales et les collectivités locales. Et on a fait un certain nombre de propositions, je vous invite à les lire, et finalement, elles se révèlent être les plus ambitieuses pour nous, même si elles sont tout à fait faisables, en fait. Puisqu'on a regardé, il ne s'agit pas de créer de la monnaie pour une collectivité publique. Pour ça, il faudrait taper à la porte de la Banque centrale européenne. On pense que c'est quand même un peu difficile à très court terme. Mais on a proposé, la première des propositions, c'était de dire ce fonds de réserve, ce fameux fonds de réserve des monnaies locales, c'est-à-dire le fait de mettre l'équivalent en euros de toute la monnaie locale que vous allez distribuer et faire circuler sur votre territoire. Ce fonds de réserve, au lieu de dormir sur un compte dans une banque, il pourrait être garanti par ces collectivités publiques. C'est-à-dire que si on pouvait garantir ce fonds et pouvoir l'utiliser à financer des projets de la transition écologique, c'est-à-dire chercher à financer des projets énergétiques, de développement de microcentrales citoyennes par exemple, à développer des projets d'économie circulaire, ça pourrait être tout à fait intéressant. Et on éviterait cet argent qui dort et on pourrait travailler réellement au financement. Parce qu'aujourd'hui, les monnaies complémentaires ne servent pas à financer des projets de la transition écologique. Donc ça, c'est peut-être une des propositions. Et après, c'était l'idée de pouvoir payer, de pouvoir donner des subventions et puis de pouvoir avoir des recettes. Donc cette fameuse régie recettes, régie dépenses pour les collectivités qui nous semble intéressante, qui pose la question pas de la création de la monnaie, mais qui pose la question d'une double comptabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette double comptabilité et pour donner exactement le même montant que ce qu'on va recevoir en monnaie complémentaire. Donc c'est une réelle difficulté, une complexité pour les collectivités, mais certes pas insurmontable, et qui permettrait de faciliter un certain nombre d'échanges. Voilà. Juste pour revenir sur la proposition juste avant, est-ce que vous pourriez peut-être préciser ce qui existe déjà, par exemple les SCIC, soit les sociétés coopératives d'intérêt collectif, comment elles peuvent rentrer dans cette question de ce fonds qui pourrait se coupler à ce fonds justement, vu que vous en parliez dans la note. Ouais, sur ce qu'elles font déjà et comment elles peuvent réutiliser les SIC, je sais plus ce qu'on a mis là-dessus, à vrai dire. Mais pour moi, les SIC, c'est un dispositif de l'ESS, c'est des sociétés qui permettent d'inclure aussi des collectivités ou des acteurs publics qui sont des gestionnaires tout à fait intéressants pour gérer ces monnaies complémentaires. Et pour mobiliser effectivement cette monnaie et qui permettrait justement à ce fonds de distribuer plus de monnaie. Pourquoi pas permettre cette hybridation, c'est-à-dire l'entrée des collectivités dans la gestion de ces monnaies complémentaires et pouvoir permettre une clé d'entrée particulière. Mais c'est sûr que l'aspect double comptabilité pour les collectivités, c'est une difficulté. Mais en fait, je pense qu'il faut se poser les questions de concrètement à quoi est-ce que ça peut servir. Et pour ça, donc, monsieur le député, on a fait des propositions qui concernent l'économie circulaire. Vous trouverez à la fin de la note un tableau avec... on a présenté ces propositions dans les grandes lignes, avec des gros mots, la confiance, les fonds de réserve, etc. Mais on a cherché aussi de manière très pragmatique et concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait proposer en fonction des différents thèmes de la transition écologique. Et donc vous avez des propositions qui concernent la gouvernance alimentaire, le gaspillage alimentaire, et agriculture, circuit court. Vous avez des propositions qui concernent l'énergie et le climat, l'économie circulaire, et puis ce qu'on a appelé biens communs, qui nous paraît être un sujet tout à fait intéressant. En plus, c'est à la mode, donc ça tombe bien. Le sujet des biens communs, c'est notamment pour reboucler la boucle avec les agriculteurs. On pourrait tout à fait avoir des agriculteurs qui contribuent à entretenir des espaces naturels qui appartiennent à des collectivités, par exemple. Et éviter ainsi des dépenses importantes qui sont relativement rares aujourd'hui, notamment surtout d'accès d'actualité pour les collectivités. Et donc on pourrait avoir une forme de rémunération pour services environnementaux qui serait rendue et qui serait versée aux agriculteurs en monnaie locale. Et offrir par exemple la possibilité à ces agriculteurs de payer leurs taxes sur le foncier non bâti en monnaie locale également. Donc on pourrait avoir des boucles comme ça, mais qui doivent être matérialisées avec des vocations bien précises qui concernent des objectifs de la collectivité, des objectifs de gestion des biens communs, de développement de projets citoyens autour de la transition, de l'énergie, du climat et d'économie circulaire.
Voilà. Donc il y a toutes ces propositions qu'on ne reprend pas ici, hein, qui concernent des éco-gestes, des achats responsables, de financement de la transition énergétique, etc. Mais, et qui nous semblent tout à fait intéressants si concrètement on veut commencer à travailler dès demain. Est-ce que peut-être qu'on peut préciser justement sur le dernier point, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui serait nécessaire justement pour permettre aux communes, par exemple, de récupérer l'impôt en monnaie complémentaire, de le redistribuer à partir de cet impôt ou de ces taxes? Parce que du coup, c'est des choses concrètes peut-être qui sont intéressantes à développer. Je l'ai. Peut-être, Monsieur Magnin, si vous voulez en parler un petit peu. Oui, il y a un article très concrètement échangé. Ouais. Donc, nous proposons d'autoriser le paiement d'impôts locaux en monnaie complémentaire via l'introduction d'une disposition législative dans les articles du CGI, donc du Code général des impôts. Et il s'agit des articles 1680 et suivants du Code général des impôts sur lequel il faudrait travailler, voilà, en proposition de loi, pourquoi pas, ou voilà. On détaille tout ça. Ou est-ce que ce serait possible par rapport à la loi déjà existante de l'ESS et de le transformer pour ça ou... Non, ça ne touche pas à la loi ESS, ça touche au code monétaire et financier et au code des impôts. Et donc, c'est une évolution assez facile comme ça en apparence, mais très compliquée en France de faire évoluer la comptabilité publique, puisque ça nécessite qu'on accepte qu'en régie directe, recettes-dépenses, on utilise une autre monnaie que la monnaie officielle. Donc, et ça, pour la régie directe, c'est extrêmement compliqué et c'est obligatoirement un débat politique. Donc, il ne faut pas qu'on reste sur le code des monétaires et financiers ou le code des impôts parce que là, on va perdre. Il faut expliquer justement que c'est un objet territorial et pourquoi on veut créer, c'est ce que tu disais, c'est quel est l'objet. Et après, la conséquence, c'est pour faire ça, on est obligé de faire évoluer le code des impôts et le code des collectivités. Parce que sinon, ça ne se fera pas. Mais ça existe en Europe ailleurs, hein. Enfin, on est vraiment un peu les derniers de la classe là-dessus. Ouais, aujourd'hui, à Bristol, en Angleterre, on peut payer, quand on est citoyen de Bristol, on peut payer ses impôts locaux en monnaie locale Bristol Pound. Et ça, c'est autorisé parce qu'il y a une législation plutôt décentralisée. On n'est pas obligé de changer la loi au niveau national et on peut la changer au niveau local. Donc ça permet aussi plus facilement d'agir sur le territoire local. Et effectivement, s'il n'y a pas ça, ça restera sur des structures associées, sur des événements ponctuels, sur des choses qui n'iront pas assez loin, je pense. Mais c'est très fondamental et moi, je trouve dans votre rapport, cette partie-là est assez centrale dans le travail qui peut être fait avec les législateurs, avec les députés et le gouvernement. Et à Bristol, la mairie paye les salariés de la mairie en Bristol Pound. En partie. En partie, en tout cas, oui. Il y a d'autres exemples comme ça de villes qui payent ou qui en salaire, le salaire en monnaie complémentaire, non? Pas en France parce que c'est interdit. La collectivité ne peut pas le faire ou alors elle peut être attaquée au tribunal administratif. On pourrait développer d'autres points, mais peut-être que vu le temps, ce serait mieux de voir déjà les questions que vous avez. Et si vous n'en avez pas, on peut effectivement approfondir. Et ce que je propose, s'il y en a plusieurs, c'est peut-être de les prendre à la suite, comme on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je vais commencer par un témoignage, puisque je suis un utilisateur de la pêche, donc à Montreuil. Et voilà, après quelques mois d'utilisation, j'ai pu faire un petit bilan de ce que ça apportait ou pas. Le premier effet évident, c'est que ça permet d'avoir une réflexion sur la monnaie, ça c'est certain. On a des débats régulièrement, voilà, donc ça c'est génial. Le deuxième effet certain aussi, c'est que à chaque fois que je fais du change, je reverse 3% à une association. En l'occurrence, c'est la collecterie. Voilà, donc c'est un effet absolument certain. Le troisième effet dont on m'avait parlé au départ, c'est que effectivement, les euros que je donne sont déposés, je crois que c'est à la nef. Simplement, en fait, je me suis renseigné. La nef, malheureusement, elle est en déficit parce qu'elle reçoit trop de dépôts. Et donc, en fait, elle n'arrive pas à trouver suffisamment de gens pour emprunter. C'est un comble, hein, effectivement. Bon, c'est probablement conjoncturel, ça passera, mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et maintenant, le problème principal qu'on rencontre, en fait, c'est qu'on est à Montreuil. Donc, ça veut dire que c'est un territoire très urbain. Et donc, allez, je vais être gentil, 98% des fournisseurs des nouveaux Robinson où je fais mes courses sont évidemment loin, voire très très loin.
Donc il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de boucle locale, c'est évident. Les nouveaux Robinson le font parce qu'ils militent en fait, et ils nous ont dit bah, on change tout quoi, clairement, et on y perd pour l'instant. Alors la grande question c'est effectivement est-ce que ça a un impact, est-ce que ça a un impact écologique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus de gens qui sont allés au nouveau Robinson par exemple, qui est le magasin bio du coin, depuis qu'il y a la pêche? La réponse a priori, c'est que non, parce qu'en fait, les gens qui utilisent la pêche, c'est déjà des gens qui allaient au nouveau Robinson. Donc il y en a peut-être quelques-uns, mais il y en a très très peu en réalité. Donc l'impact écologique est en tout cas à Montreuil, très limité. C'est peut-être pas vrai dans un territoire où il y a plus de visibilité, mais en tout cas là, ça ne l'est pas, quoi. Voilà. Alors, je voulais juste partager une chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la vitesse de circulation de la monnaie. J'en ai reparlé avec différentes personnes, et notamment Philippe Diruder il n'y a pas longtemps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, conceptuel. C'est en fait que la monnaie, effectivement, elle circule plus vite, mais c'est pour une raison toute bête, en fait, c'est parce que la monnaie locale, on ne fait pas d'épargne avec. C'est ça qui fait qu'elle circule plus vite. Elle est parfois fondante également, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elle est dévaluée, elle perd de sa valeur, ce qui fait qu'elle brûle les doigts. Et donc en fait, c'est pas du tout un argument de dire voilà la monnaie circule plus vite parce qu'en réalité, on fait les mêmes achats au même moment, exactement de la même manière. À la limite, elle devrait même circuler moins vite si on était vraiment écolo, parce qu'on devrait acheter moins de choses. Donc avec une monnaie locale, en réalité, elle devrait circuler moins vite. Et sinon, la dernière chose que je voulais dire, c'est réflexion globale par rapport à tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai une immense interrogation par rapport aux monnaies complémentaires. C'est dans quelle mesure, à partir du moment où elles vont prendre de l'ampleur, et si elles prennent de l'ampleur, et que par exemple les employés des mairies sont payés en monnaie locale, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme d'injustice si jamais elles ne peuvent pas changer leur monnaie locale contre des euros, par exemple, et que, par exemple, elles ont envie de voyager, elles ont envie de faire des choses, et puis elles se retrouvent avec beaucoup de monnaie locale qu'elles n'utilisent pas. Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y a un marché noir ou un marché d'échange de la monnaie locale? Et c'est des problématiques très très sérieuses. Pour l'instant, on ne les rencontre pas du tout parce que c'est extrêmement marginal. Mais à un moment donné, je pense qu'on risque de se retrouver effectivement, et les collectivités locales également, à ne pas pouvoir effectivement dépenser leur monnaie locale. Qu'elles seront obligées de changer, mais avec peut-être une décote, donc elles y perdraient en moyens. Donc c'est vraiment des questions fondamentales, quoi. Merci pour ce témoignage et ces deux grandes questions dont on pourra répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà pour l'instant? Oui. Oui, c'est un peu provoquant, mais je vais poser la question à l'envers. Pour réussir la transition écologique, vous faites le postulat, et qui est dur à démontrer, que les monnaies locales complémentaires peuvent être une aide à la transition écologique. En quoi est-ce que l'usage de l'euro est un frein? Et quels sont les défauts de l'euro qui feraient craindre que ça peut freiner la réussite de la transition écologique? Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir si on a vraiment besoin de monnaie locale. Quel est le défaut de l'euro exactement? Pour moi, le défaut de l'euro, c'est l'appartenance. Quel est le lien que vous avez avec moi à travers l'euro? Juste une probable, ou on le subit, ou si on l'accepte comme moi je l'accepte, c'est l'idée de l'Europe. C'est le seul lien que vous avez, vous et moi. Si j'ai une monnaie complémentaire qui n'est pas forcément locale, une monnaie complémentaire qui intègre des valeurs au pluriel, quand nous échangerons un peu plus que l'idée de l'Europe et une valeur faciale. Nous échangerons la valeur faciale, mais aussi une idée du modèle de développement que nous voulons partager. Et ça change tout, et c'est le MCE. Je vais vous faire un exemple. Vous me prêtez une perceuse contre 1 euro. Je vous la rends sale. 15 jours après, je viens, parce que vous n'allez pas me la prêter pour 50 euros. Je reviens 15 jours après, vous allez me dire ouais, non, là, ça va pas trop. Alors que si c'est une monnaie qui porte des valeurs, vous me direz, bon, d'accord, mais
faites attention à bien me nettoyer la perceuse et je vous la reprête. Parce que dans l'échange de la perceuse, on se sera compris sur la non-acquisition d'une perceuse pour trois coups de vis par mois. Vous dites, c'est une idée de partage d'un objet pour éviter d'en acheter un autre et de gaspiller des ressources. Suis-je clair? Voilà, c'est ça la monnaie complémentaire. Elle doit être, moi je pense, territorialisée, mais elle doit aussi intégrer des valeurs, et c'est ces valeurs qui nous permettent de nouer d'autres types d'échanges que le seul échange fiduciaire. Peut-être Monsieur Magnin sur cette question. Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'euro. Le défaut de l'euro, c'est le défaut du dollar, du yen, de toutes les monnaies officielles dans le monde, par le système économique dans lesquelles elles sont devenues des finalités, et notamment à vocation spéculative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les échanges mondiaux, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, plus de 95% des échanges mondiaux sur le marché d'échange chaque jour sont sur le marché irréel, virtuel. Alors que les monnaies complémentaires, par définition de ce qu'elles sont, elles ne se substituent pas aux monnaies, donc ce n'est pas des monnaies alternatives, ce sont des monnaies complémentaires, et elles sont 100% sur les échanges réels. Parce que cette monnaie ne peut pas être thésaurisée, ne peut pas être épargnée, et donc de fait, elle favorise la transition des échanges réels sur le territoire à vocation écologique par nature, puisque si on relocalise, si on est sur des circuits courts, on est déjà sur une vocation plus écologique. Mais pas seulement, effectivement, parce que là c'est une question, je ne sais plus qui l'a posée tout à l'heure, c'est la personne de Montreuil, où effectivement on peut se poser la question par rapport à ce qui est mis dans le rapport, est-ce que ce sont des boucles fermées? Est-ce que ce sont des boucles fermées exclusivement? Dans certains cas, oui, j'ai envie de dire, sur certains produits, parce qu'on a une vocation 100% locale, et dans d'autres cas, et c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, dans d'autres cas, c'est bon de faire du global. C'est bon de faire un échange mondial qui va supprimer des intermédiaires financiers, mais qui va avoir une vraie qualité de produit et une vraie qualité d'échange entre des opérateurs économiques. Donc elle n'est pas uniquement locale, et elle peut être effectivement mondiale. C'est pour ça que certains ont créé des monnaies climat, pour économiser les émissions de gaz à effet de serre par une monnaie mondiale qui, là, a une vocation mondiale et non pas locale. Donc là, on a effectivement des enjeux qui peuvent paraître contradictoires ou paradoxaux, mais qui permettent de dire qu'aujourd'hui, qu'elle soit locale ou qu'elle soit mondiale, la monnaie complémentaire, elle ne spécule pas, elle ne permet pas la spéculation financière aujourd'hui. Et c'est l'élément, à mon avis, le plus fondamental. C'est que pour lutter contre la spéculation, il faut créer des outils aujourd'hui qui permettent de rétablir le rôle de la monnaie, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure. Elle est un outil de médiation des échanges, point. Elle n'est pas un outil d'enrichissement financier sur des marchés qui ne sont en aucune façon liés à des échanges réels entre les opérateurs économiques et sociaux. Et en ça, elle est une vraie question politique. Et moi, je pense que du coup, on peut même à la limite s'arrêter là sur les arguments et derrière voir comment on peut les décliner. Et je rappellerai une chose, je l'ai dit rapidement, elles ne sont pas alternatives, elles sont complémentaires. Donc on peut garder une monnaie européenne, euro supranationale, et avoir des monnaies territoriales ou des monnaies thématiques qui ont des objets plutôt d'accélération de vitesse d'échange, là je reviens sur la vitesse, pour permettre de développer la transition et de s'appuyer sur l'euro, sur des échanges qui ne sont pas de même nature. Monsieur, juste, est-ce que vous voulez rebondir sur par rapport à votre question? Pardon. Monsieur, oui, est-ce que juste ça vous va comme réponse ou vous voulez rebondir Je comprends bien l'argument. Alors d'abord, pour répondre à la question, est-ce que l'euro signifie qu'on n'a aucune valeur en commun? J'avais cru comprendre quand même qu'on avait des traités européens, qu'on avait les droits de l'homme, qu'on avait un certain nombre de choses qui nous différencient d'un certain nombre d'autres grandes zones mondiales. Alors, ce n'est pas l'objet d'une charte, j'en suis d'accord, d'une charte que tout le monde a signée. Mais quand même, la notion de citoyenneté, la notion de constitution, la notion de... Enfin, c'est un peu rapide d'évacuer ça en disant « Ah, vous n'avez pas signé une charte, donc ça ne vaut pas ». Enfin, je ne suis pas tout à fait convaincu. Et d'autre part, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut pour réussir la transition écologique en termes monétaires? Je vais quand même répondre. Il y a certaines personnes qui demandent la sortie de l'euro et qui pourtant vont me payer en euros. Donc ils sont très loin de la charte. Par contre, je suis certain que tous ceux qui utiliseront avec moi des échanges de monnaie, c'est la drèche, c'est ça à montrer. La pêche, pardon. Pardon, la dèche, j'en sais rien, mais la roue, le sol, la violette, ou je ne sais quel terme,
L'abeille, je suis certain que quand cette personne et moi, nous échangeons sur la pêche, sur l'abeille, sur la roue, sur le sol, nous partageons vraiment les valeurs qui sont dans cette monnaie. Alors que, vous le savez très bien, certains veulent arrêter l'euro, veulent revenir à autre chose, et pourtant ils échangent avec moi. Donc ce que je veux dire, c'est que j'en ai aucune certitude quand vous et moi nous échangeons, que nous partageons les valeurs que vous venez de désigner. Je l'ai compris ce soir à l'instant, mais je ne vous connaissais pas avant. Alors que si vous étiez venu avec l'abeille, la pêche ou je ne sais trop, vous n'aviez même pas à me le dire, je savais que nous partagions les mêmes valeurs. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Je pense qu'on va juste recentrer. Je pense que M. Binet voulait répondre sur cette question. Simplement, oui, je pense que la réponse était intéressante. La question de monsieur, c'est-à-dire aussi de dire eh bien, on a quand même moins payé pour moins consommer et puis finalement ce sera mieux, ben, ça pose clairement la question du développement socio-économique ou de la dépense tout court avec l'écologie. Donc bon là c'est un autre débat, hein, bien sûr, mais je pense qu'il y a cet aspect-là qui est que nous on travaille avec un outil économique en tout cas, qui est la monnaie, à vocation, à vocation environnementale. Donc on est déjà parti sur le postulat qu'il était possible de réconcilier les deux. Donc on a essayé d'y travailler et clairement, oui, on ne va pas partir sur la logique décroissant, etc. Il y avait un autre point sur la logique de l'injustice, le point lié à l'injustice, c'est-à-dire de quel droit est-ce qu'on pourrait imposer à un salarié d'une collectivité d'être payé en partie, de manière obligatoire, en monnaie locale. C'est une question importante parce qu'elle pose un débat important. Nous, chez Vertigo aussi, on s'est posé la question du revenu universel qui a été à la mode il n'y a pas longtemps. Serait-il souhaitable de verser une partie d'un revenu universel par une collectivité, voilà, juste un revenu universel, dont une partie serait en monnaie locale. Voilà. En fait, outre les aspects environnementaux, ça pose vraiment la question de se dire, d'orienter les choix individuels d'un citoyen. Et après, l'autre inverse, c'est de se dire, en fait, on va verser un revenu universel qui va servir à acheter un iPhone, qui va servir in fine à Foxconn. Donc on n'est pas vraiment dans la logique de retombées socio-économiques sur un territoire. Mais la question mérite d'être posée, et les monnaies complémentaires seraient un outil intéressant pour attacher une partie de la création de richesse, de la création de valeur, à une logique d'ancrage territorial. Voilà. Outre l'aspect développement socio-économique, l'aspect environnemental, il y a une logique d'ancrage territorial qui est majeure et qui est celle dans l'ADN de ces monnaies complémentaires et de ces monnaies locales a fortiori. Oui, il y a encore deux autres questions et après il faudra qu'on revienne rapidement sur la question. Oui, je propose de prendre deux questions encore très courtes et que les réponses soient les conclusions pour qu'on puisse finir à 20h pile. Alors, moi, j'ai juste une mini remarque, une petite question. En début de la conférence, si je ne me trompe pas, on avait recadré le rôle de la monnaie comme juste permettre, entre guillemets, d'échanger, d'acheter des biens et rien de plus que cela. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de lui donner un autre rôle qui est de créer du lien entre les gens. Et du coup, je ne suis pas sûr que la bonne réponse pour créer du lien entre les gens, c'est de mettre de la valeur, entre guillemets, affective sur la monnaie. Et si c'était le cas, typiquement à titre personnel, je préférerais l'euro et défendre l'usage de l'euro par rapport à ma vision de l'Europe qu'une autre monnaie. C'est un petit aparté. La question que je voulais poser, c'est par rapport à la question de la spéculation, un truc que je ne comprends pas, mais je ne suis pas du tout financier. S'il y a une parité fixe entre le sol et l'euro, par exemple, un sol égale 1 euro, si je spécule à la baisse sur le dollar, je peux spéculer en achetant des sols ou en achetant des euros. Donc je n'ai pas très bien compris en quoi la monnaie complémentaire, cette fois-ci, ne peut pas être utilisée pour faire de la spéculation s'il y a une parité qui est donnée et qui est fixe. Je note la question. Une dernière question. C'était une question à propos des entités ou des organismes qui pourraient aider à développer ces monnaies complémentaires. Je me disais qu'il ne faut peut-être pas attendre que les banques le fassent, si j'ai bien compris, ils sont plutôt un peu rétifs à ça, sauf s'il y a peut-être des banques qui le font d'après ce que vous avez dit. Moi je pensais à des organismes de type crédit coopératif, ça a l'air d'être un peu dans leur philosophie d'approche, hein, puisque ce n'est pas du tout la même chose qu'une banque. Et ce n'est pas pointé dans votre rapport, c'est-à-dire est-ce qu'on est allé voir ces organismes pour voir justement comment ils pouvaient aider à l'émergence de ce type de monnaie? Est-ce qu'on pourrait même ouvrir à quel organisme en fait pourrait permettre de développer les monnaies complémentaires? Sur la première question, peut-être rapidement sur la question
de 1 sol égale à 1 euro et la possibilité d'accumuler. Oui, enfin, après, la question qu'on évoquait, enfin, les monnaies complémentaires ne se posent pas comme celles qui vont être je le redis, hein, ce ne sont pas des monnaies alternatives qui ont vocation à remplacer les monnaies officielles, qui sont effectivement des monnaies. Et là, je reviens sur votre petit aparté du départ. J'ai bien dit que les monnaies complémentaires répondaient à une question de remettre la monnaie à sa place comme outil qui équilibre ces 3 fonctions, mais pas uniquement la fonction d'échange. La fonction d'échange, la fonction de réserve de valeur et la fonction d'unité de mesure. Ce qu'on met en cause dans ceux qui promeuvent les monnaies complémentaires, c'est de dire il nous faut d'autres systèmes d'échange qui rééquilibrent ces 3 fonctions. Et on ne dit pas on supprime la réserve de la valeur, sauf qu'elle se remet à une place qui est sa place initiale, c'est-à-dire qu'elle permet l'investissement sur le territoire. Donc loin de moi le propos de dire qu'il ne faut pas investir et qu'il ne faut pas du coup épargner et investir avec l'euro par exemple, avec un système de boucle fermée ou ouverte d'ailleurs, qui nous permettrait de réinvestir sur du productif et sur du concret. Je mets juste en exergue le fait qu'aujourd'hui, si on ne fonctionne qu'avec le système de monnaie officielle, l'essentiel de la richesse est aujourd'hui sur un marché qui est plutôt spéculatif qu'un marché de l'économie réelle, y compris en termes d'investissement pour la transition, puisque réussir la transition, monsieur, effectivement, le parti pris des monnaies est de dire on va investir de la vraie monnaie, de la monnaie réelle, pour investir sur les territoires pour cette transition écologique, quel que soit le sujet, je ne vais pas revenir dans le détail. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir des monnaies alternatives qui font autrement, c'est de rééquilibrer les fonctions de la monnaie et de faire en sorte qu'effectivement, si on investit et si on épargne pour aller investir, on le fasse pour la transition écologique et on ne le fasse pas pour l'enrichissement personnel de quelques-uns. Simplement ça. Et du coup, effectivement, ça pose la question de la bourse. Mais je ne vais pas ouvrir le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui portent des monnaies au niveau mondial ou au niveau local aujourd'hui se posent la véritable question de l'enjeu d'avoir un marché secondaire, tertiaire ou quaternaire qui soit un marché exclusivement financier et donc virtuel. Alors que la finance peut servir et peut être au service de la transition écologique si on remet l'investissement sur les territoires. Et là, ça rejoint ce que disait François Michel tout à l'heure, et qu'on remet l'investissement sur les territoires, qu'il soit aux États-Unis, en France ou à la campagne ou en ville. Et c'est bien une question de fléchage financier et non pas de dire il ne faut plus d'investissement. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'est la question aussi de l'investissement et du fléchage de l'investissement. Et les monnaies complémentaires ne disent pas qu'il ne faut plus investir. Mais pour réussir la transition, il faut investir sur du productif, sur du réel et non pas sur du virtuel et uniquement financier. Merci, monsieur Binet. Et derrière ça, je pense qu'il y a aussi... on travaille beaucoup avec les monnaies complémentaires sur les flux sans forcément s'intéresser aux stocks. Et je pense que si on arrivait à vraiment toucher les stocks, notamment l'investissement de l'épargne, ce serait une avancée majeure. Et je pense qu'il y a quelques pistes pour y arriver, sans parler de spéculation, mais quand on travaille sur les flux, on travaille toujours sur l'épiderme, en gros, la surface. Quand on travaille sur les stocks, on commence à avoir un vrai impact. Juste pour répondre à monsieur, la NEF, en fait, est l'organisme qui héberge la plupart des fonds de réserve, hein, je pense. Il me semble. Alors, le crédit coopératif aussi. Et après, le crédit coopératif, on ne les a pas associés à la réflexion du groupe de travail, mais bien sûr, je pense qu'ils sont des intermédiaires, enfin des interlocuteurs de choix pour la plupart des monnaies locales. Oui, il y a les crédits municipaux qui sont des banques pas du tout coopératives, qui ont un seul chef, c'est le maire, donc pas du tout économie sociale et solidaire, mais qui sont à Toulouse, à Nantes, qui se sont investis pour développer des systèmes de monnaie complémentaire. Donc c'est intéressant d'ailleurs de voir ça. Mais on n'a pas répondu à la personne de Montreuil. Oui, mais alors très rapidement, en 2 minutes, si c'est possible. Non, pas surtout parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra avec une bière peut-être prolonger. Il y a un aspect qui me paraît paradoxal dans ce que vous dites, c'est que en remettant en cause la question de la vitesse, puisque évidemment, le propre d'une monnaie qui n'est pas placée, qui n'est pas épargnée, c'est qu'elle, de toute façon, elle circule plus vite. Même si elle n'est pas fondante, elle va circuler plus vite parce que les acteurs s'identifient entre eux et que de toute façon, elle ne peut servir qu'à cet échange direct, en tout cas. Et donc, ce n'est pas gênant qu'elle soit plus rapide. Mais effectivement, ce n'est pas spécialement un argument pour valoriser les monnaies complémentaires écologiques.
Parce qu'effectivement, on peut se dire derrière, si ça va plus vite, ça va favoriser la surconsommation. C'est ça que vous vouliez dire. Mais en tout cas, dans ce qu'on a pu évaluer, on n'a pas un cas de surconsommation provoquée par des monnaies complémentaires sur les territoires, et même à Montreuil. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un risque. Si ça change d'échelle, peut-être. Mais il faudra se poser la question à ce moment-là des mécanismes de régulation. Et il y a des mécanismes de régulation, rien que par le fait du système des monnaies fondantes, qui permettent effectivement, à un moment donné, pourquoi pas, de faire évoluer ce système pour réguler la vitesse de circulation de la monnaie, avec peut-être là les valeurs qu'on partage dans ces monnaies-là. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de risque à Montreuil, puisque de toute façon, vous travaillez qu'avec des structures qui sont déjà signataires de la charte et qui ne sont pas des grandes multinationales ou des grandes enseignes de la grande distribution. Donc il n'y a pas de risque. Le jour où la grande distribution va mettre en place un système qui permettra d'utiliser les monnaies complémentaires en grande distribution, là, on pourra se poser la question. Est-ce qu'on ne va pas favoriser une surconsommation qui aura un effet non écologique? Ou est-ce que c'est une façon vertueuse aussi de leur dire « vous n'avez pas le choix que de faire la transition ?» Je ne sais pas. Question en suspens. Merci beaucoup. Je vais devoir interrompre le débat parce que malheureusement, il nous faut finir à 20h. Ceci étant, on n'a pas pu aborder toutes les questions. 2 heures, c'est assez court pour parler des monnaies complémentaires écologiques. Mais je vous invite à aller lire la note qui développe aussi d'autres axes, ne serait-ce que par exemple comment sortir du cadre un peu militant peut-être des monnaies complémentaires. Et vous pouvez aussi évidemment faire des commentaires sur cette note qui pourrait peut-être, il me semble, être rajoutée dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à vraiment aller la lire et rajouter des choses dont on a pu discuter aujourd'hui. Pas trop pour qu'il n'y ait pas trop de travail, mais quand même pour que voilà, ça apporte aussi un fond autre que ce qu'il y a déjà pour l'instant. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour ce débat intéressant. En un mot, avant de vous laisser partir, donc effectivement, comme vient de le dire Claire, la note, elle est ouverte à commentaires sur notre site, même pendant 3 à 4 mois. Donc n'hésitez pas à aller l'amender, à faire vos propositions. C'est fait pour ça et il y aura une nouvelle version qui sera publiée en reprenant l'ensemble des commentaires et des amendements. Et puis sinon, merci à tous d'être venus, merci à la recyclerie de nous avoir accueillis, à nos grands témoins, à Thomas pour la note, au groupe de travail, à Claire. Et puis, pour qu'on continue à faire des beaux ateliers comme ça, n'hésitez pas à faire un don à la Fabrique écologique, à devenir ami de la Fabrique écologique. En échange, on vous offre notre petit livre. Et puis, vous avez une petite réduction d'impôts. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, au revoir.